Tu as l'objectif de faire 1 million par an dans 3 ans. Trois Enfin, quatre ans, ouais. 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 Je pense qu'un des vrais problèmes qu'ont les gens, c'est qu'ils n'ont pas de sens dans leur vie, en fait. C'est que tu leur demandes c'est quoi ton but dans la vie, ils auront même du mal à répondre. Tu vois. Mes attributs physiques, tu vois, font que je ne vais pas forcément dans le top 5% sur une application de rencontre. Donc ça me frustrait, mais j'ai quand même joué le jeu, tu vois. Statistiquement, il y a quand même plus des femmes qui vont dire oui, je préfère un mec qui fait 1,85 m, qui est costaud. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Rois du Scale. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Jean-Charles Kurdali. Jean-Charles, bonjour. Salut Thio. Bon, est-ce que tu peux me dire, rentrons dans le vif du sujet, est-ce que tu peux me dire comment tu te présentes aux gens généralement ? Ouais, alors c'est toujours compliqué cette question. Là, je vais présenter en parlant d'objectifs et d'identité que j'essaie d'avoir en ce moment et dans le futur. Je suis en ce moment en train d'essayer de construire un solo business que j'aimerais qu'il fasse 1 million d'ici 3 ans. J'essaie un peu je pourrais expliquer pourquoi après. D'une manière assez particulière, je sais que j'aimerais le faire non pas en partant d'une niche, mais en partant plutôt de mon développement personnel et de ma philosophie de vie, et d'amener les gens justement à développer une perspective, une vision autour de ça. Et un autre sujet aussi, c'est que j'ai pris conscience que c'était très important pour moi de travailler sur moi-même. Donc ça va avec mon solo business, mais je le fais aussi énormément dans des projets plus privés, plus personnels. Et le but là à terme, c'est d'arriver à être d'une certaine manière un peu la personne que j'ai envie d'être pour ma future famille, en fait, donc femme, enfant, etc. Donc on en parle un petit peu en privé aussi, c'est mériter une certaine personne, ma femme idéale du futur, les enfants, comment j'aimerais les éduquer, etc. Donc c'est plus mes objectifs. Et après, ce que je fais concrètement, en ce moment, je suis créateur de contenu sur LinkedIn, j'ai une newsletter, je suis coach pour CEO et solopreneurs, je les aide sur leur vie et sur leur business. Et j'écris un livre en ce moment sur la vie intentionnelle, qui est mon sujet depuis 18 mois maintenant. Et l'idée, c'est aider les gens à sortir un peu du pilotage automatique dans leur vie ou dans leur business et d'aller vers quelque chose qui est plus justement intentionnel, qui vont plus penser leurs valeurs, leurs objectifs, leur manière de vivre au quotidien. Et par le passé, peut-être pour finir, j'étais start-upper, j'avais monté une start-up qui s'appelait Fetch, que j'ai dirigée pendant 4 ans. Et puis j'ai fait pas mal d'autres trucs, des podcasts. J'étais joueur de poker aussi quand j'étais entre 16 et 22 ans. Je vivais de ça. Donc pareil, grosse part dans ma vie. Donc voilà, ça donne un peu une vue d'ensemble de qui je suis et de ce que j'ai fait. Repartons donc de ce dernier point que tu as évoqué quand tu étais start-upper, parce que tu as dit monter un solo business. Donc solo business, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est simple, c'est avoir l'ambition de monter une entreprise et de faire du business, mais sans volonté de grossir de manière exponentielle, contrairement aux start-upper où justement le but est de grossir, d'embaucher pour soit aller en bourse, soit donc faire une IPO, soit vendre. Qu'est-ce qui t'a amené en fait à être start-upper, donc vouloir croître, être ambitieux et passer en fait aujourd'hui à une ambition plutôt d'être solo? C'est souvent on a tendance à penser que les gens vont faire l'inverse, c'est-à-dire partir solo et puis grossir au fur et à mesure. Et toi, tu as fait l'inverse, c'est-à-dire que tu as largué ta start-up et puis tu t'es dit aujourd'hui je veux faire un business solo. Ça a été quoi le cheminement de pensée là-dedans? Ouais. Sincèrement, j'ai écrit là-dessus récemment. Là, on est en 2023 quand on enregistre. Quand j'ai monté ma startup, c'était en 2015. Et j'ai même commencé à m'intéresser en 2014 à ce monde des startups. J'avais lancé un premier projet. Et en 2014, si tu voulais entreprendre, le truc le plus hype qu'il y avait, que tu voyais le plus, tu as l'impression que c'était même la seule voie pour entreprendre, c'était les startups. C'était l'époque où justement tu avais The Family ou Sama qui faisait le buzz vidéo sur YouTube. Et du coup, l'écosystème était vachement influencé par ce paradigme de startup. En plus de ça, moi, c'est quelque chose qui m'intéressait pas mal parce que j'avais cette envie, je pense, à 23 ans. euh, de ce que je comprenais des startups, c'est que je me disais que c'était un milieu dans lequel j'allais pouvoir apprendre beaucoup de choses très vite et voir un petit peu mes limites d'une certaine manière. Essayer d'aller le plus loin possible avec une boîte. Et c'est pour ça en fait que j'ai commencé à m'intéresser à ce milieu et que j'ai lancé une startup plutôt qu'être freelance. Par exemple, ça m'intéressait pas forcément d'être freelance à l'époque. Et donc c'est pour ça que je l'ai fait. J'avais aussi depuis tout jeune cette envie d'avoir une forme de liberté. Après, ça dépend de la définition qu'on met derrière liberté. Moi, elle a évolué avec le temps. Aujourd'hui, c'est plutôt de pouvoir choisir mes contraintes. À l'époque, c'était plutôt liberté de faire tout ce que je voulais dans ma vie. C'est souvent ça quand on a le début de la vingtaine, c'est comme ça qu'on pense souvent. Et ça, pour le coup, je me suis rendu compte que la startup ne te le donne pas. La startup elle te donne beaucoup de choses. Elle te donne éventuellement la liberté de faire n'importe quel projet que tu veux, le pouvoir, le statut. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes et parfois dangereuses aussi dans ce milieu. Mais elle me donnait pas la liberté que je cherchais, par exemple, quand j'étais joueur de poker précédemment. Tu vois.
Et donc, si ce qui est intéressant, j'y réfléchissais, c'est que tu es quand même vachement influencé, beaucoup influencé par l'époque dans laquelle tu es, évidemment. Et donc, être entrepreneur à 23 ans en 2014, tu allais plus naturellement vers ce modèle. Alors, je pense qu'en 2023, des gens de 23 ans, et on le voit avec les créateurs de contenu sur LinkedIn, de plus en plus jeunes aussi, je pense que tu vas plus aller vers, en tout cas, tu as plus de choix, et peut-être que tu vas plus tendre à aller vers un modèle de solo business, où tu sens que tu as plus de liberté, et plus de créativité, plus de création de contenu. Donc chaque époque en fait amène son lot d'entrepreneurs, j'ai l'impression. Donc là j'ai fait une réponse un peu plus sociologique, mais c'est comme ça que moi je perçois pourquoi j'ai fait une startup à l'époque aussi. Et tu penses que c'est un développement. Enfin, toi, tu vois la différence. Tu penses que c'est un développement de l'époque des solopreneurs en 2023, ou est-ce que tu penses pas qu'on aussi on a peut-être un biais, tu vois, que vu que nous on est solopreneurs, on a l'impression qu'il y en a beaucoup. Ouais. En fait, le truc c'est que moi, pareil, en 2014, j'ai l'impression qu'il y avait que ça. En fait, il y avait que des startups. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que mon monde, tu vois, est façonné par des solo business. Mais je sais pas si c'est moi qui ai un biais là-dessus ou si le monde a effectivement changé, tu vois, dans cette direction-là, en fait. Je pense qu'il a changé parce que par exemple quand on parle beaucoup de no-code, quand j'ai lancé ma startup en 2015, le seul outil no-code qui existait, qui était connu en tout cas, c'était un truc qui s'appelait Strikingly pour faire des sites. Maintenant, ça doit exister encore, mais ça a l'air archaïque. Tu vois, quand on dit ça, t'as l'impression que tu parles d'un autre siècle. Et du coup, tu vois, ne serait-ce que pour monter une startup, puis on galérait. Tu vois, moi à l'époque, ce qui m'a coûté cher dans ma startup, enfin ce qui nous a coûté cher, c'était une dette technique parce qu'on n'avait pas réussi à construire justement un bon parc d'outils techniques pour scaler notre activité. Ne serait-ce qu'avoir une application, on a galéré à la faire pendant des années. Une application pour les gens commandent sur le téléphone. Alors, pour le contexte très rapide, mais j'avais créé une sorte de Deliveroo pour les villes entre 100 et 200 000 habitants. Ça parlera à tout le monde, je pense. Deliveroo Uber Eats, donc livraison de resto. Et on était très mauvais en tech. Et du coup, aujourd'hui, tu utiliserais des apps, tu vois, pour faire au moins pour faire un MVP rapidement pour que les gens puissent commander sur le téléphone. Alors qu'en 2016, ça nous a pris 9-12 mois de développement et on n'a même pas réussi à sortir l'app à la fin, tu vois. Donc, tu vois, le paradigme, en fait, n'a rien à voir. C'est quand tu payais des mecs ou tu recrutais des gens que tu payais cher pour faire une application. Aujourd'hui, le no-code te permet en 2 semaines ou en 3 jours de sortir un MVP. Donc là, c'est pour les apps. On pouvait le faire pour les sites internet à l'époque. Et du coup, plus le temps passe, plus, en fait, si tu réfléchis, en fait, j'y réfléchissais récemment, on arrive de quelque chose qui, justement, l'économie enfin, la permissionless économie, d'une certaine manière, cette idée que l'individu peut de plus en plus, en fait, avoir du pouvoir et ne pas dépendre d'autres systèmes. Tu vois, avant, c'était les usines. Après, je sais pas, tu avais les agences de pub, les publicitaires, tout ça au début du XXe siècle. Bon, j'en saute certaines, mais tu as les start-upers qui arrivent fin des années 90, début des années 2000, parce que du coup, le coût à la création d'entreprises diminue. Et là, on arrive avec les outils en fait, à ce que l'individu puisse créer des empires, justement, autour d'un média et autour du code et autour de tout ce que ça implique avec les leviers. Et ça, tu vois, je pense qu'on a des biais, effectivement. Il y a encore beaucoup de start-upers, il y a plein de freelance, il y a plein de business classiques aussi. Mais plus on avance dans le temps, il y a quand même un truc qui se trame dans le fond, j'ai l'impression, où l'individu, tu vois, il y a un bouquin que j'aime bien, c'est The Sovereign Individual, d'un mec qui s'appelle Davidson. C'est un des livres préférés de Naval, d'ailleurs, je sais que t'aimes beaucoup Naval Ravikant, c'est un de ses livres fondateurs. Il le met au même titre que Sapiens, tu vois, ce livre-là, Sapiens que tout le monde connaît quasiment. Et il parle de ça en fait, c'est que petit à petit les États vont disparaître et il va y avoir des petites enclaves et ça va être les individus qui vont recréer un peu. J'ai entendu Oussama qui parlait de ça aussi, c'est qu'il va y avoir vraiment des gens qui vont avoir un pouvoir phénoménal en fait, tu vois, et on va revenir à des espèces de trucs un peu fédéaux, tu vois, un peu bizarre, tu vois, c'est peut-être un peu, je vais peut-être pas développer ça, mais cette idée un peu que l'individu en tout cas va être beaucoup plus souverain. Et c'est juste la logique en fait, si tu regardes un peu le monde comment il évolue, la tech comment elle évolue, en fait on tend vers ça. Et tu vois, avant j'y croyais pas trop sur le preneuriat il y a encore 3 ans. C'est pour ça que je m'étais pas lancé à fond, parce que entre ma startup, c'est fin 2018 que ça s'arrête. Et là, c'est seulement la première année où je me dis vraiment, je suis vraiment solopreneur en 2023, tu vois. Parce qu'entre-temps, j'avais d'autres choses à faire, j'ai écrit un bouquin, enfin, j'ai réfléchi à pas mal de sujets. Mais j'étais un peu partagé entre, d'un côté, j'ai l'impression qu'il y avait le lifestyle business, tu vois, la Tim Ferriss, tu vois, les gars qui gagnent 2-3 000 balles, qui vont à Bali, tu vois, chiller. Et le start-upper qui doit donner toute sa vie pour scaler sur la Lune, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau paradigme qui se crée, un entre-deux. Et c'est pour ça que j'ai dit au début, tu vois, ce côté un peu faire 1 million, tu vois, au final, 1 million, c'est plus une métrique qui marque, tu vois, moi, ça me motive, ça me fait un jeu que je crée, qui me motive, en fait, à aller vers ça. Et parce que je crois aujourd'hui que c'est possible, tu vois, de faire. C'est qu'il y a cet entre-deux entre le start-upper qui fait des milliards, potentiellement des millions, qui est très rare, en réalité,
et le lifestyle business qui est à la plage, quoi. Quand tu dis 1 million, donc c'est 1 million de chiffre d'affaires par an, c'est ça? Oui, bah du coup, c'est d'atteindre cette barre des 1 million, puis après, Par an. Sur une année, ouais. Ouais. Mm. Et ok. Et donc ça, tu as l'objectif de faire 1 million par an dans 3 ans. 3-4 ans, ouais. Ouais. Et justement, est-ce que tu peux me faire peut-être aujourd'hui le périmètre un peu plus concret de tes activités? Qu'est-ce que tu vends? Combien de chiffre d'affaires tu as fait peut-être dans les 3 derniers mois? Ouais, carrément. Alors, le truc, c'est que j'étais pas trop dans le business les dernières années, pour donner le contexte. Donc là, ça fait 2 ans que je suis à l'étranger. J'ai passé 18 mois à pas mal réfléchir. J'ai travaillé sur ce qui sera mon livre qui va sortir en septembre cette année-là. Et donc, par exemple, l'année dernière, mon activité principale, c'était le coaching de CEO et de solopreneurs. Donc en 2022, mais la seule fois où j'ai marketé mon truc, c'était en décembre 2021. Donc j'ai pas du tout fait de bise en fait l'an dernier. J'ai fait 80 000 euros de chiffre d'affaires, mais tu vois, en envoyant un mail d'une certaine manière, tu vois, et un peu de bouche à oreille et de reconduction de clients. Donc, en gros, je vis sur des clients qui se répètent, qui reviennent, et un client qui passe par-ci par-là, tu vois, qui aime mes contenus. Mais je mets pas du tout en avant cette activité. Par contre, là sur quoi je suis en train de travailler cette année, en fait, je me suis posé la question, qu'est-ce que je dois faire justement pour pouvoir aller à 1 million dans 3 ans. Après, j'ai quand même du coup une base quand même de followers sur les réseaux et d'abonnés dans ma newsletter, donc sur laquelle je peux m'appuyer. Et du coup, les raisonnements que j'ai eus là, c'était de me dire qu'il faut déjà que je prenne la création de contenu comme un pro, vraiment. Avant, j'étais un peu un touriste de la création de contenu, tu vois. Quand on s'est rencontrés en 2021, tu vois, je prenais pas ça sérieusement. Même les créateurs de contenu, je prenais pas ça hyper sérieusement, tu vois. Je voyais pas ça comme un métier où il fallait vraiment prendre ça comme un vrai taf, en fait. Et maintenant, dans ma tête, je me dis, c'est comment je deviens un des meilleurs, tu vois, dans la création de contenu. Alors, je suis pas du tout à l'heure où on parle, mais je tends vers ça, tu vois. Je me dis, j'essaie de travailler, de penser mes big ideas, penser quand même avoir un système de création. Regarder ce que font les Américains, tu vois, dans la manière de déployer leur stratégie de contenu sur les différentes années. Donc, je cartographie le truc et puis j'applique le playbook petit à petit. Je peux entrer dans le détail après, mais c'est comme ça que je vois la chose. Et après, sur comment générer 1 million, je pense que c'est du temps en ayant je le vois plus en ayant développant une perspective, une vision du monde forte, amener les gens dans cette vision-là et leur proposer après des produits et des services qui les aident à aller dans cette direction. Donc ça fait vision, ça crée des objectifs qu'ont les gens ou des problèmes qu'ils vont devoir résoudre. On crée des solutions à ces problèmes ou pour les aider à atteindre ces objectifs. Et le média, en fait, c'est ce qui fait que toi, tu représentes très bien, en fait. C'est sur un nom, sur une marque forte, sur une idée. Tu balances, tu peux faire énormément d'argent, en fait, parce que je crois beaucoup à cette idée que l'individu, en fait, dépasse les institutions. Si c'est pas le cas aujourd'hui, ça sera le cas demain, en tout cas. Donc aujourd'hui, t'as combien de lignes de revenus? J'ai que le coaching, sinon c'est très marginal après, ça va être des petites affiliations, des trucs comme ça. Coaching, 98% là. Mais coaching sur quoi? Coaching sur. Alors, c'est pareil, c'est une offre qui était très organique, parce que c'est mes abonnés, ma newsletter en fait, qui ont fait que j'ai créé cette offre de coaching. Ça a commencé par du coaching plutôt business, donc je faisais du conseil pour les startups et notamment les CEO ou des agences, soit différents types de business qui avaient des besoins de conseils très pratiques. Est-ce que tu avais commencé à The Family, c'est ça? Ouais, je faisais du. Si tu peux donner un peu de contexte, parce que je pense que ça part de là en fait. Ouais, alors, exactement. Donc je cède ma boîte en 2018. The Family et Oussama notamment me proposent de conseiller les startups, parce que j'avais une très bonne relation avec eux à cette époque. Et donc j'ai conseillé les startups pendant presque 1 an et demi avec eux. Et en fait, ça m'a donné envie. Moi, j'aimais faire ça. J'ai toujours aimé mentorer les gens, aider les gens. Je le faisais même dans d'autres domaines avant. Quand j'étais avec ma startup, j'aidais les gens de ma région aussi, tu vois. Donc j'avais toujours un peu cette casquette. Donc là, on m'a payé pour faire ça. On trouvait ça cool. Et du coup, j'avais monté une boîte de conseils en parallèle. Et au début, je faisais du pur conseil, vraiment. Tu me demandes quelque chose, je te donne la réponse selon moi ce que je sais. Et petit à petit, comme j'avais commencé à lire pas mal de philo et différents, beaucoup de livres, mais beaucoup de philo, j'ai rajouté une dimension plus d'exploration, de réflexion dans mes coachings avec les clients que j'avais. Et du coup, on allait sur un truc qui est un peu plus hybride aujourd'hui, où plutôt que de partir de la boîte, je pars vraiment de la personne. Donc quand c'est un CEO de startup, ça va être des choses du style sa vie privée, tu vois, comment il voit sa boîte, pourquoi il monte sa boîte, vers où il veut aller, etc. Quand c'est un solopreneur, c'est encore plus intéressant parce que lui, son business, c'est sa vie en fait. Tu vois, il essaye, certains en tout cas, mettre son business au service de sa vie et pas l'inverse. Souvent le startupper fait l'inverse, la vie s'adapte à son business.
ce qui est un argument d'ailleurs qui fait que moi je préfère faire du soloprenariat aussi. Et du coup, les solopreneurs, j'adore parce qu'en fait, je vois qu'il y a beaucoup cette idée de trouver quelles sont les valeurs que tu as, comment tu construis ton business autour de ces valeurs, quelle est ta philosophie de vie, quel est le mode de vie que tu vas avoir, où est-ce que tu veux vivre, comment tu montes ton business, comment tu gères ton image. Enfin, toi, il y a plein de notions comme ça. Et puis après, des notions purement stratégiques, création de contenu, création de produits, etc. Donc voilà, petit à petit, je pense que je vais amener à être coaché que des solopreneurs à terme. Je tends vers ça. Ok. Et ton offre, donc c'est une offre. Est-ce que tu peux un peu la découper, combien ça coûte, c'est sur combien de temps? Là, c'est 3, 6 mois ou 12 mois. Je les vois deux fois par mois, 1 heure. Ils ont un document, j'ai un Notion qui centralise tout en fait, où ils ont des documents, des formulaires à remplir en amont des sessions. C'est le point de départ de nos sessions. On fait une session d'1 heure et après je leur envoie un compte rendu avec des actions et des réflexions sur lesquelles travailler. Et du coup, c'est 4 000 € 3 mois, 7 000 € 6 mois et 12 000 € l'année. Là. Okay. Et les gens prennent plus 6 mois en général. Et ok. Donc ça c'est ta première ligne de revenus. Ouais. Est-ce que tu as commencé à avoir une sorte de plan, tu vois, alors pas de 80 000 ou 100 000 que tu vas faire bientôt à 1 million, mais c'est quoi les prochaines étapes en fait? Qu'est-ce que tu as identifié dans un premier temps pour te développer? Là, si on parle de 2023, là cette année, c'est déjà, comme là je suis en train de finir mon livre, c'est vraiment travailler très dur là, sur la création de contenu pour vraiment sentir que je passe un cap en termes de acquisition, on va dire, d'abonnés dans ma newsletter, sur LinkedIn, tu vois. Et avant de déployer sur d'autres réseaux, je veux vraiment montrer, tu vois, que j'ai plus une croissance linéaire, mais que je casse un truc, tu vois, que je passe de là par exemple, je sais pas, j'ai 20 000 abonnés, tu vois, si dans 4 mois j'ai 30 000 abonnés, pardon, c'est que j'ai cassé un truc parce que j'aurai une croissance beaucoup plus forte qu'avant. Et ma newsletter, pareil, j'ai 7 000 abonnés, je me dis, je veux que la courbe elle fasse un bond, tu vois. Ça veut dire que là je serai sur quelque chose en termes de positionnement, qui a un message qui parle aux gens, et du coup qu'il y a des problèmes aussi, que j'aimais des choses qui parlent et du coup qui peuvent se monétiser. Et que du coup j'ai progressé aussi. En parallèle de ça, donc, je développe plutôt des produits gratuits, plutôt des lead magnets justement pour faire avancer la newsletter. Donc cette notion d'acquisition, là, ça va durer 3-6 mois. Et en parallèle, commencer à lancer des services faciles à lancer. On en parlait un peu en privé aussi, mais toi, les consultations comme tu fais, les Better Call Thibaut, toi, c'est des choses qui m'intéressent aussi, toi, de pouvoir faire avec mes abonnés, tu vois, des calls de 30-45 minutes, et de voir justement, à partir de ça, quelles sont leurs problématiques, comment ils pensent que moi, je peux les aider, et en faire des produits à terme. Ça, c'est la première, c'est plus de l'exploration au final. Toi, je monétise, en même temps, je récupère de la data pour en faire des produits ensuite. Donc ça, je pense que je vais le lancer dans les prochaines semaines. Et après, je pense que je vais lancer un programme de mise en pratique de mon livre sur l'éveil intentionnel. Donc sur l'éveil intentionnel, en fait, la finalité du livre, en fait, c'est d'aider les gens du coup à passer d'une vie où dans certains domaines de leur vie, en tout cas, ils sont pas en contrôle, ils n'ont pas réfléchi à comment ils pourraient vivre dans ce domaine-là, et de les aider à créer un programme en fait pour aller vers une vie plus intentionnelle. Donc là, il faut que je trouve des pains plus forts que ça, parce que là, c'est la partie un peu macro. Mais du coup, je pense que je vais créer un programme là-dessus. Et j'aimerais bien aussi, cette année, c'est pareil, c'est un de mes objectifs, c'est apprendre à lancer des produits, parce qu'au final, j'ai pas lancé beaucoup de produits dans ma vie avant, j'ai toujours fait du service ou lancer des boîtes. Et donc à partir de ça, je vais voir les problèmes qu'ont mes abonnés, ou les problèmes que moi j'ai résolus, et en faire aussi des produits. Donc le but, c'est de lancer 4-5 produits cette année, mais je peux pas te dire encore ce produit-là, je vais le lancer, quoi. Ouais. Donc là, tu es un peu dans une phase, comme disent les Américains, de audience first, product later, c'est-à-dire, en fait, tu essaies de valider un peu ton audience, de faire grossir tes audiences, et après, derrière, tu vas lancer des produits digitaux liés à ça. Donc peut-être que c'est bien d'en parler dès maintenant, parce que sur un peu ta philosophie de vie, où là tu veux aller, est-ce que tu peux m'expliquer un peu aujourd'hui quelle est, dans ta création de contenu, un peu ta mission? Tu as parlé de ton livre que tu vas faire de vie intentionnelle. En fait, si tu devais, entre guillemets, convaincre les gens ou inspirer les gens sur certains sujets, quels sont les grands concepts que tu développes? Quelle est un peu la philosophie que tu as envie de transmettre actuellement? Alors, moi, ça part de mon histoire personnelle, c'est qu'à 15-16 ans, je comprenais pas le monde des adultes, tu vois. Je me disais, ils ont l'air trop sérieux, tout a l'air déjà joué dans leur vie, tu vois. Ils te disent que
que les meilleures années en fait sont derrière eux, d'une certaine manière ils profitent de tes années du lycée et d'étudiant. Et ça me révoltait pas mal parce que je me disais pourquoi ça devrait être les meilleures années de ma vie en fait. Elles peuvent être cool mais ça sera certainement mieux après. Et du coup moi ça a été déjà un peu ma rupture avec le système, tu vois, à 16 ans, c'était pour ça que j'ai commencé à jouer au poker, c'est pour ça que j'ai jamais été employé de ma vie. J'ai toujours été un peu, tu vois, ouais, un peu, c'est pas anti-système, mais en tout cas faire ma vie en dehors du système, même si on est toujours un petit peu dans le système en réalité. Et donc ce que j'essaie de faire maintenant en fait, c'est d'aider les gens, tu vois, à se dire en fait, il y a le monde que vous voyez aujourd'hui avec votre paradigme, en fait il y a plein d'autres paradigmes que vous pouvez créer. Et du coup c'est un peu du life design d'une certaine manière, enfin lifestyle design, c'est vraiment de les aider en fait à se dire ce que vous faites depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, en fait c'est peut-être pas ce que vous avez à faire dans les 20, 30, 40 prochaines années. Et ouais, les aider à sortir un peu, ce terme qui revient beaucoup, la matrice d'une certaine manière, qui est une forme de chemin un peu que tout le monde suit, et au moins prendre conscience de sortir un peu peut-être de ce truc-là, et peut-être y revenir après si ça vous convient, mais au moins vous poser la question, tu vois. Et, et souvent, ce que je me rends compte avec mes newsletters notamment, c'est que les gens, en fait, quand je leur écris sur ces sujets-là, en fait, ils disent putain, j'ai jamais pensé à ça de ma vie. Et il y a un peu ce côté, je pense que tu le fais très bien aussi, tu vois, avec des mots différents, un angle différent. Mais au final, je pense que c'est assez sensiblement, tu vois, de réveiller les gens d'une certaine manière, tu vois. Moi, je pars plus de l'individu que de la société. Il y a ceux qui parlent plus des structures, tu vois, qu'il faut changer le monde tu vois, structurellement, d'un point de vue sociologique ou culturel. Moi, je me dis plus, bon, moi j'aime bien le côté individu. Euh, comment je peux aider 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million d'individus à se poser les bonnes questions et à évoluer dans leur vie vers quelque chose qui leur convient mieux. Donc ça passe par l'introspection, ça passe par savoir sortir de zone de confort, c'est pas forcément comme ça que je veux le dire, mais aller là où ils oseraient pas aller, d'une certaine manière, parce qu'un tel va leur dire c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'on est censé faire dans la vie. Et donc c'est vraiment casser toutes ces barrières qu'ils peuvent avoir. C'est, c'est quelque chose que moi je comprends pas en fait. Et après le comment dire, la nuance que je mettrais là-dedans, c'est que je pense que tout le monde peut pas arriver, tu vois, à avoir ces chemins de vie, tu vois, très singuliers. Comme tu peux avoir, comme je peux avoir, tu vois, qui c'est toujours nuancé là-dessus. Mais pour autant, je pense que tout le monde gagnerait à expérimenter ça. Parce que ça mènera du bon dans leur vie, même s'ils restent salariés ou s'ils restent sur quelque chose qui est pas forcément original. C'est pas le but, mais c'est quand même se poser les questions, quoi. Pour avoir une vie intentionnelle, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est exactement. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est est-ce que tu peux donner une idée une illustration de quelqu'un qui a une vie intentionnelle et de quelqu'un qui n'a pas une vie intentionnelle? D'ailleurs, c'est quoi l'inverse d'une vie intentionnelle? C'est une vie Ouais. subie? Ouais, moi j'appelle ça la vie par défaut. Vie par défaut. En fait, la vie par défaut, c'est l'ensemble de tes comportements et tes pensées qui vont arriver si tu restes assis sur ta chaise et que tu penses à rien, en fait. C'est comme si tu ouvrais une pièce, enfin la porte d'une chambre, et elle va se remplir en fait de plein de choses qui vont être liées à ta génétique, la culture actuelle, les gens que tu vas rencontrer, etc. Et ça, tu vas être ce produit en fait de cette manière. Mais tu n'auras rien choisi de tout ça. C'est comme tu seras juste sorti faire un tour et ta chambre sera remplie. Et voilà, c'est ta chambre, c'est ta life, quoi, tu vois. Et donc ça, c'est la vie par défaut. Elle n'est pas forcément catastrophique. Elle sera pas chiante parce que tu faut être très occupé. Hein. De toute façon, si aujourd'hui tu habites pas à Paris ou en France, peu importe où, ta vie elle est très occupée. Mais est-ce qu'elle est vraiment ce qu'elle pourrait être, tu vois? Donc c'est ça la vie, c'est un peu si on peut faire des synonymes, c'est vie subie, pilotage automatique. Tu vois, c'est la vie. Après les philosophes disent la vie non examinée par les Socrates, la vie non délibérée. Enfin, toi c'est cette idée, tu vois, ça n'a pas été réfléchi à un moment, tu vois. Et, et l'inverse du coup, quelqu'un qui représente bien ça. Tu vois, j'en parle souvent avec lui, tu vois, Ulysse Lubin, tu vois, qui est du coup, je crois qu'il est passé sur ton podcast d'ailleurs un certain temps. Je trouve qu'il représente bien, tu vois, cette idée dans son message en tout cas et dans ce qu'il fait au quotidien. C'est l'introspection, le fait d'un moment de se dire en fait, j'ai une situation qui est ok. Lui, il était après sa boîte, il était à Paris j'ai rencontré à ce moment-là il travaillait chez HireSuite dans une startup. Donc sa situation était plutôt bonne, tu vois, il a gagné, je pense, un bon salaire. Et pour autant, tu vois, c'était pas sa vie, quoi. Il s'est rendu compte qu'à un moment, il fallait changer. Et maintenant, il fait son truc autour du monde à réaliser ses challenges. Et tu vois, c'est un gars, à un moment, il s'est dit, ouais, je peux vivre une vie intentionnelle, quoi. Et il en parle des fois avec des mots plus
mieux que les miens des fois, tu vois, sur LinkedIn, tu vois, il y a des gens, c'est ça que j'adore en fait, c'est qu'il y a pas mal de gens qui ont été influencés, je pense, un peu par, alors, je sais pas que moi, mais cette idée de vie intentionnelle, et des Français qui ont repris un peu ces idées, qui le font très bien sur LinkedIn notamment, et même qui font beaucoup plus de portée que moi, c'est ça qui est marrant aussi, mais je pense que c'est un vrai sujet, hein, là. Comment créer une vie en fait, parce qu'aujourd'hui on a tous les outils, que ce soit les outils psychologiques, des outils de business, des outils de compréhension, tu vois, pour vraiment aller loin sur qui je suis, qui je pourrais être, et puis se donner les moyens d'y parvenir en fait. Est-ce que ça s'inscrit pas dans un mouvement, donc comme tu disais, plus global? Tu sais, peut-être, ouais, tu parlais du no-code, on peut peut-être penser, tu vois, je pense à la crypto aussi, tu vois, la crypto, la décentralisation. Crypto, c'est un peu un mouvement de punk, tu vois, de décentralisation. Tu parlais aussi peut-être de fin de l'État ou de réduction de l'État. Est-ce que c'est pas lié aussi à un mouvement de désengagement des citoyens de ces grandes structures, tu vois, qu'on pourrait dire, tu vois, asservissantes? Est-ce que, est-ce que l'inverse de la vie intentionnelle, c'est pas justement la vie designée, tu vois, par des structures un peu supranationales, supra-individuelles, où en fait, voilà, l'horreur ou l'inverse de la vie intentionnelle, ce serait une vie où t'as pas d'espace de marge de manœuvre sur en fait ce que tu peux faire pour armer la révolte contre ton destin. Ouais, bah, oui et non, tu vois. Tu vois, c'est les classiques, hein, 1984, tu vois, ou Le meilleur des mondes, tu vois, de romans, tu vois, qui, je pense, représentent bien deux visions vers laquelle on tend, prendre un peu des deux, mais plus Le meilleur des mondes, pour contextualiser, c'est cette idée que la société est designée en classe, et personne ne veut sortir de sa classe parce qu'on te donne toujours en fait de quoi générer de la dopamine au quotidien. Ils ont une drogue qui s'appelle le soma dans le bouquin. Et en gros, dès que tu es un peu en bad, tu vois, ils te filent un cachet de soma et ta vie est cool, tu vois. Donc les gens restent à leur place. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu ça. Le soma, ça va être les réseaux sociaux, ça va être les stimuli infinis, tu vois, qu'on peut avoir dans la société. Donc les gens sont assez endormis au final, tu vois. Parce qu'on est surstimulé au quotidien, on a blindé de dopamine à court terme. On va toujours aller chercher la dopamine, enfin quelque chose qui va provoquer la dopamine plus tard, parce qu'en fait on n'est pas vraiment heureux aussi, c'est un peu paradoxal, c'est qu'on est on est une société qui est assez dépressive au final, en tout cas à l'Occident, et, et pour autant on n'a jamais été aussi stimulé, on n'a jamais été aussi riche, on n'a jamais été aussi tout, tu vois, d'une certaine manière. Donc il y a un peu ce paradoxe. Et moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que les gens, tu vois, certaines personnes en tout cas, veulent s'extraire un petit peu des chaînes un peu, tu vois, que peuvent mettre les États ou certaines institutions. Les gens perdent confiance dans les États, les gens perdent confiance dans les banques, les gens perdent confiance un peu dans tout, tu vois. Et par contre, ils gagnent confiance, à l'inverse, dans les individus. C'est ça que si on recoupe avec les solopreneurs, ou les gens qui ont des business basés autour d'un média, c'est les futurs influenceurs, on dit déjà ce là mais ils sont encore plus influents, je pense, que ce qu'on dit aujourd'hui, dans 10, 20, 30 ans. Parce qu'aujourd'hui, qui croit, tu vois, encore plus avec les fake news et tout, tu vois, qui croit, pas certaines personnes croient, mais tu vois, on remet de plus en plus en cause la parole d'institutions qu'on n'aurait jamais remis en cause il y a 50 ans, tu vois. Tu disais, donc les individus sont, en tout cas en Occident, on est dans une société, tu as dit, dépressive. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus le lien entre la surstimulation des individus et le fait que la société ou les gens soient dépressifs? Parce que je suis pas sûr que ce lien soit très clair en fait, dans la tête des gens. Raison. Ouais. De toute façon, c'est pas. Puis c'est difficile. Est-ce que c'est sûr que c'est ça le lien, tu vois, j'ai pas la vérité là-dessus, tu vois. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il y a un manque de sens. Je pense qu'un des vrais problèmes qu'ont les gens, c'est qu'ils n'ont pas de sens dans leur vie en fait. C'est que tu leur demandes c'est quoi ton but dans la vie, c'est quoi ou ton but actuellement dans la vie, tu vois, ils auront même du mal à répondre, tu vois. On te demande même pas un grand but, je veux sauver le monde, hein. C'est quoi en ce moment ton but dans la vie, tu vois. C'est pour ça qu'au début, je commençais par me présenter en disant mes objectifs du moment, tu vois, mes buts. Ça donne du drive au quotidien. Et donc les gens n'ont pas ce sens. Bon, après, si on développait, c'est le truc de la science qui fait que la religion a perdu de sa superbe d'une certaine manière. Nietzsche qui prophétise Dieu est mort au fin du 19e siècle. Et voilà, donc, et du coup, les gens vont devoir, d'une certaine manière, créer leurs propres valeurs, plutôt que de se calquer sur des valeurs qui étaient celles du christianisme, hein, en Occident, concrètement. Et du coup, il va créer de nouvelles valeurs. Et Nietzsche, il disait, tu vois, qu'il avait un peu peur que les gens soient pas capables, en fait, tu vois, c'est la transvaluation, si je veux dire, des valeurs. Et du coup, ça nécessite beaucoup de force de caractère, beaucoup de courage, en fait, de se dire,
je vais pas me cacher derrière une religion, je vais pas me cacher derrière une institution, ça va être moi qui va aller créer mon propre socle de valeurs et du coup ma propre vie d'une certaine manière et mon propre sens. Et ça, c'est pas donné, tu vois, à tout le monde, tu vois, d'une certaine manière, tu vois. Parce que faut pas se leurrer, il y a beaucoup de gens aussi qui aiment bien aussi. C'est assez confortable de rester derrière des règles. Tu vois, comme j'écoutais, je sais plus dans quel podcast là, tu vois, cette idée quand tu es à l'école et que tu as le prof qui dit, qui s'en va. Il dit faites pas de bruit, finissez votre devoir et surtout faites pas de bruit, hein, parce que on sait pas pourquoi d'ailleurs. Il part pendant 20 minutes, tu sais pas ce qu'il fait. On a fini depuis 10 minutes et puis dans la classe, il y avait toujours ce truc de tu sais, ceux qui t'embêtent quand tu commences à parler, tu vois. Le prof a dit faut se taire, tu vois. Bah, oui, mais on a fini. Tu vois, genre. Et en fait, il y a ce truc des règles, tu vois, et t'as des gens qui adorent les règles au quotidien. Et t'en as certains qui, je sais pas comment ça s'explique, qui les aiment pas. Moi, j'aimais pas les règles, tu vois, quand j'étais à l'école, ça m'énervait, tu vois. Donc, ça, on recoupe sur la question de départ. Donc, moi, je pense que c'est le manque de sens qui fait que les gens se sentent pas bien. Parce que du coup, si t'as pas de sens dans la vie, bah, qu'est-ce que je fous là? Du coup, tu te blindes d'occupation. T'as tous les outils aujourd'hui pour t'occuper, mais pour 15 vies, tu vois, avec la surstimulation, il y a autant de contenu que tu veux, t'as aucun problème à t'occuper. C'est quoi, genre télé, smartphone? Ouais, les jeux vidéo, bah même, on peut en parler plus tard, la pornographie, tu vois, qui est un désastre, je pense, complet. Pourquoi? Alors, c'est un désastre parce que c'est un truc, en fait, qui vraiment déjà t'enlève tout drive, en fait. Tu vois, c'est con, mais la pornographie, bah, ça, le but quand tu vas sur un site pornographique, c'est d'arriver à l'orgasme, à l'éjaculation pour un homme. Et du coup, tu as ce côté un peu, tu vois, t'as été full dopamine, t'as eu toute la dopamine que tu voulais, mais t'as fait aucun effort pour atteindre ça, tu vois. Donc ça a pas mal d'impact, c'est que du coup, ça te donne l'impression que dans la vie, en fait, tu peux avoir des trucs facilement. Tu vois, il n'y a pas besoin de se bouger, en fait, tu as juste à aller sur un site, tu vois, pour avoir des résultats. Ça a un impact forcément sur tes relations avec les femmes. Là, je parle quand tu es un homme. Ça a un impact sur ta testostérone. Enfin, il y a pas mal d'études scientifiques qui ont été faites dessus. Ça, je ne vais pas forcément aller sur ça parce que je vais plus parler d'un ressenti que d'études scientifiques. Mais il y a énormément d'impacts, tu vois, qui font qu'aujourd'hui, les hommes, en fait, qui en consomment trop, en fait, ça contribue, on va dire, à ne pas aller justement vers une recherche de sens, vers un drive, vers des objectifs qui, eux, sont plus douloureux que, tu vois, que d'être stimulé. Ça peut être par la pornographie, mais le jeu vidéo le fait très bien aussi, tu vois. Il y a les réseaux sociaux, tu vois, scroller sur Insta, passer 3 heures sur TikTok, tu vois, c'est facile. Et ça t'occupe et ça te donne un peu de dopamine, voire beaucoup de dopamine. Et au niveau de la nourriture, est-ce qu'il n'y avait pas un lien, si on fait un lien ancien aussi avec l'abondance, tu vois, de la nourriture et le fait qu'on n'ait plus presque à aller chercher le gibier? Ouais. Si, bah, avant, il y avait avec typiquement le sucre. Avant, quand on trouvait quelque chose de sucré, on allait chasser, bah, il fallait manger tout de suite et se blinder de sucre parce qu'on savait pas quand on allait en retrouver. Alors qu'aujourd'hui, tu peux avoir tout le sucre que tu veux dans ton, dans ton frigo et dans ton garde-manger. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que ça, c'est un gros sujet aussi, mais on a tendance à tout voir sous le prisme de la nature ou tout sur le prisme de la culture. Alors que la réalité, elle est bien plus complexe. C'est qu'en fait, on est un mix des deux. D'ailleurs, moi, j'ai tendance à penser que la nature, je dirais pas que ça n'existe pas, au contraire, mais que la nature, c'est une culture qui est sur un grand laps de temps, en fait. Tu vois, c'est un côté un peu, ça devient nature avec le temps. Et en fait, ce qu'on n'arrive pas à se rendre compte, nous, les humains du XXe siècle, c'est qu'on pense souvent, déjà, l'humanité, on est en 2023, donc ça fait 2023 ans, tu vois, qu'on est là, on a l'impression. Certains, voire les gens oublient qu'il y a eu des gens avant eux, tu vois. Ils sont nés en 98, ça veut dire le monde a commencé en 98, tu vois. C'est pas des gens, des fois. Avec Zizou. Exactement, avec deux très beaux buts de la tête. Ça a commencé là, pour la France. Mais les gens, j'ai l'impression, des fois, ils se rendent pas compte. Tu vois, je pense que la lecture aide pas mal, tu vois, ou se documenter pour la perspective. Et en fait, bah oui, on est une espèce qui a des centaines de milliers d'années. On est le produit de plein de choses. Et à un moment, tu vois, nos comportements, ils sont quand même vachement conditionnés pas mal conditionnés par notre histoire, en fait, l'évolution et du coup le capital génétique qu'on a aujourd'hui, tu vois, au niveau biologique. Et en même temps, il y a l'aspect culturel qui influence énormément. Et tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a vraiment ils se battent tous, tu vois, à se dire non, c'est la nature, non, c'est la culture. Alors qu'en réalité, c'est une complexité sans fin. Quoi. Si on va un peu plus loin, parce qu'en fait, c'est quelque chose moi que j'ai découvert récemment. Si on va un peu plus loin, en fait, entre ce lien entre accessibilité constante, tu vois, de stimuli, dopamine, en fait, chip dopamine, et la baisse de motivation
et le fait que les gens soient malheureux. En fait, quel est le lien concret? Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi le fait qu'on ait cette dopamine cheap fait qu'on... Quel est le lien macro ou micro Ouais. avec on va dire le fait que la société dans son ensemble soit une société dépressive? Bah, en fait, à la récompense sans effort. Aujourd'hui, tu vois, je pense qu'on est quand même une espèce qui est assez feignante de base. Tu vois, les chasseurs-cueilleurs, ils travaillaient pas. Enfin, tu vois, ils allaient chasser et puis ils revenaient, quoi, ils chillaient après. Tu vois. Ils n'allaient pas faire 12 heures par jour, tu vois, Ouais. c'était pas des start-upers. Donc on a quand même tout ce côté, tu vois, on aime bien dire, oui, j'aime bien trouver des hacks, trouver le manière le plus rapide de faire ça. Et en fait, c'est très bien, parce qu'en fait, on est comme ça, en fait, en tant qu'espèce, je pense. Et, et travailler dur pour atteindre un résultat qui a de la valeur, c'est pas naturel, je pense, tu vois. Après, moi, je suis pas scientifique, mais de ce que j'ai quand même lu et de ce que je vois de moi et ce que j'observe, j'ai l'impression quand même que c'est quelque chose qui est pas le travail dur, c'est pas naturel. T'as des gens qui en fait ne vont jamais ressentir le plaisir et le sens que tu vas trouver à réaliser quelque chose de très difficile dans la vie en fait. Parce que jusqu'au moment déjà ils se posent pas la question de qui ils sont, quel est le sens, qu'est-ce qui vaut la peine de se battre en fait, tu vois, qu'est-ce qui vaut la peine de se donner en fait tant d'heures par jour pendant tant d'années pour atteindre un résultat. Tu vois, qu'est-ce qui fait que Kobe Bryant, tu vois, c'est un exemple trop Kobe classique. Bryant. Kobe Bryant, le Ouais. basketteur, ouais, tu vois, des gars comme ça, des grands sportifs. Alors, moi, j'adore le sport et ça m'inspire beaucoup de voir les sportifs. Rafael Nadal, Kobe, Michael Jordan, enfin peu importe. Qu'est-ce qui fait que ces gars-là, en fait, ils s'entraînent, tu vois, X heures par jour pendant tant d'années, tu vois, pour atteindre un niveau d'excellence qui est même très supérieur à leur coéquipier d'une certaine manière, tu vois, à ceux avec qui ils partagent le même sport. Ouais, c'est que ces gars, ils ont compris qu'en fait, ils avaient un plaisir et un sens incroyable en fait à se dépasser. Et qu'en fait, dans la douleur, ils avaient beaucoup plus de sens et de joie que dans le fait de scroller TikTok. Tu vois, Raphaël Nadal, il scrolle pas TikTok 3 heures par jour, tu vois. Parce que lui, il sait qu'il y a quelque chose de plus que TikTok, tu vois. Mais quand t'as pas, encore une fois, eu la chance d'avoir le temps, parce que c'est quand même du luxe aussi parfois aussi de, tu vois, se donner le temps de faire l'introspection. Par exemple, c'est pour ça que le Covid, tu vois, le premier confinement, incroyable, tu vois, pour certains aspects, parce que tu as des gens qui ont pu se poser des questions qui se seraient jamais posées de leur vie s'il n'y avait pas eu le Covid. Donc tu as des gens, je pense, qui vont remercier le Covid toute leur vie, tu vois, d'une certaine manière, qui ont pu changer de voie grâce à ça. Euh, Moi j'ai la chance, c'est assez naturel, j'aime bien faire l'introspection, tu vois, c'est quelque chose toujours dans ma tête, mais t'en as, je suis sûr que ça va changer leur vie. Et donc la chip dopamine, elle te donne l'impression qu'en fait que que t'es bien en fait, parce que tu as le résultat en fait très rapidement, toi, sans effort, d'un point de vue comment dire hormonal. Mais pour autant, très vite, ça s'en va ce truc-là, tu vois. Le lendemain, tu dois recommencer, tu dois retourner sur les réseaux sociaux, tu dois retourner sur un site porno, tu dois retourner sur je sais pas quoi. Et du coup, ça vide les gens. Et je pense que ce qui est dur aussi, tu vois, c'est tous ces messages qu'on voit typiquement sur TikTok, même si je suis pas trop sur TikTok, ou même sur Insta, tu vas voir des influenceurs qui ont l'air de faire gagner plein d'argent, tu vois, ou créer des grosses communautés très vite, t'as l'impression. Parfois c'est le cas, mais c'est rarement le cas, je pense, que c'est quand même du travail, même si t'es influenceur, pas sur un truc, tu vois, hyper technique, mais il faut quand même le faire, tu vois, monter des millions d'abonnés, ou faut avoir un talent certain. Et du coup, d'un côté, ils comprennent pas, parce qu'ils se disent, ils sont sur TikTok, moi je suis sur TikTok, mais moi j'ai pas tu vois, je pourrais, du coup, peut-être qu'un jour je vais le faire. T'as des gens qui disent, peut-être un jour je vais me bouger le cul, je vais le faire, mais ils le font jamais, tu vois. Donc, et c'est très dur de sortir de la torpeur un peu, tu vois, de cet état d'apathie, tu vois, dans lequel on est, parce que parce qu'en fait tous ces stimuli, je pense qu'ils t'affaiblissent, tu vois. Tu sais, on parle société fragile aussi, un peu la fragilité un peu des hommes, enfin hommes et femmes de notre époque. Je pense que tout ça y contribue. Et en fait, le plus tu te fragilises, le moins tu as envie de te bouger. Et du coup, le plus tu es dépressif, et du coup, encore le moins tu vas te bouger. Enfin, tu vois, c'est des trucs sans fin. C'est un peu pessimiste ce que je dis, mais. Tu disais, non mais sur le lien entre dopamine et le côté un peu, on va dire, misérable, tu disais, bon, il y a pas, enfin, t'es pas scientifique. Les études récentes, notamment par exemple du professeur Andrew Berman de Stanford, euh, créent des liens, enfin, il y a des liens très clairs entre cette chip dopamine et le fait que les gens soient malheureux, quoi. Je veux dire, il y a un lien physiologique que les gens vont pas forcément comprendre. D'ailleurs, on oublie tu disais rapport culture-nature, on oublie qu'en fait on est des animaux aussi. Enfin, on est en partie des animaux et que nos hormones, nos humeurs sont provoquées par des choses physiologiques, quoi. Et qu'en fait, parfois, on s'en rend même pas compte. Rien que, par exemple, Andrew Berman, il a démontré que le fait de ne pas voir le soleil
tu vois, 15 minutes par jour minimum, ça te baisse ta vitamine D et en fait, ça a un lien direct sur ton humeur, quoi. Ce qui fait que tu as des gens, ils achètent des lunettes, tu sais, ils se foutent les trucs comme ça sur les yeux. Ouais. Et alors qu'on pourrait se dire, bah non, je m'en fous, tu vois, si je vois pas le soleil, qu'est-ce que ça change? Mais moi, j'ai appris il y a 1 an qu'il fallait voir le soleil tous les jours. Ça paraît débile, hein, mais les nouveaux modes de vie aussi industriels, notamment urbains, et le fait que, bah, en fait, tu vois, tous les bâtiments, ils fassent tous 40-50 mètres de hauteur et ils te cachent le soleil. Et du coup, tu vois pas le soleil et donc tu marches pas dans Paris, dans Londres, dans ce que tu veux. Et t'as même pas les rayons du soleil qui viennent. Et en fait, on a créé des villes comme ça sans même se rendre compte que bah, peut-être que ça allait créer des problèmes pour l'humain, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il y a un retour aussi à ce niveau-là, c'est que bah, peut-être qu'on n'a pas, quand on a créé les villes, quand on a créé les réseaux sociaux, peut-être qu'on ne s'est pas vraiment posé la question de l'impact que ce mode de vie allait avoir en fait sur les humains, tu vois, au sens large en fait, et que peut-être qu'on n'a même pas pensé, ou peut-être que les gens s'en foutaient, au fait que peut-être que l'humain il avait besoin, il avait pas nécessairement la vocation à s'éloigner autant de son mode de vie d'il y a un millénaire, tu vois. Ouais, alors je suis d'accord, et en même temps, tu vois, ce qui me fait peur quand on a des discours comme ça, c'est que ça ouvre la voie à la régression de la société, tu vois, Oui. le retour à la nature. On en avait parlé en privé, moi je suis assez influencé par Ken Wilber, un philosophe américain qui parle justement des différents niveaux de conscience sur lesquels on peut se développer en tant qu'individu de société. Et en fait, tous les gens qui veulent un peu changer la société, peu importe leur bord politique, idéologique, ils font toujours la régression en fait. Ils disent. En fait, ce qu'il faut comprendre, je pense que c'est que l'humanité, depuis qu'on a créé plus ou moins le silex, on a fait que créer de la technique et maintenant de la technologie qui nous aide à résoudre des problèmes. C'est juste que le problème d'avant, comment dire, quand tu résous un problème, t'en génères d'autres, tout simplement en fait. Donc c'est une course un peu infinie. En fait, l'humanité et l'humain est un problème solver. Tu vois. On est comme ça. Tu vois. Ça nous occupe aussi d'une certaine manière. Ça nous donne du sens. Et les gens, ils veulent retourner soit dans la forêt, soit, tu vois, c'est typiquement, tu vois, si on prend, tu vois, les féministes et les masculinistes, tu vois. Les féministes, elles veulent retourner une société horticole, tu vois, par exemple. Donc, c'est un moment où, tu vois, période agricole, où, tu vois, c'était plutôt la fourche, je sais plus l'outil pour faire dans les fermes, mais il y avait cette idée en tout cas que c'est des sociétés qui étaient plutôt matriarcales ou matrifocales, ils appellent ça, parce que justement la production du travail en fait était faite à ce que les femmes pouvaient travailler autant voire plus que les hommes. Et à l'inverse, tu vas avoir les gars qui vont plutôt être plutôt sur le truc un peu de l'évolution, la nature, etc. Ils vont dire non, il faut retourner à l'époque des chasseurs-cueilleurs parce que tout s'explique à cette époque-là. Donc chacun veut retourner un petit peu dans l'époque qui lui plaît bien, tu vois. Et le problème de ça, c'est qu'en fait, non, en fait, on va que aller vers l'avant. En fait, le passé, il nous sert juste à être mieux maintenant et mieux demain, mais ils doivent pas nous servir à se dire on retourne dans le passé. Et en plus, tu vois, typiquement, tu peux parler, je sais pas, même des philosophes. Ils vont dire oui, l'idéal grec, tu vois, Socrate, Platon, tout ça, génial. Bah, oui, génial. Mais en fait, ils étaient en retard, tu vois, sur tellement de choses par rapport à ce qu'on a aujourd'hui dans la civilisation, tu vois. Ils avaient des esclaves, ça leur paraissait normal, tu vois, parce que en fait, le niveau de conscience de l'époque, il n'y avait pas de problème à avoir des esclaves sur ces exemples-là. Et aujourd'hui, il y a des choses, nous, il n'y a pas de problème à. Je ne suis pas forcément le genre à dire pas manger de la viande, mais tu vois, il y a des gens qui se trouvent qui vont dire dans 1000 ans, qu'est-ce qu'ils faisaient à manger de la viande au XXIe siècle, tu vois. On ne sait pas en fait de comment les gens vont se foutre de nous dans 100 ans, dans 500 ans, dans 1000 ans, parce que le niveau de conscience va encore évoluer. Sauf qu'en ce moment, on est dans une époque qui est un peu compliquée parce que tout le monde veut retourner en arrière, un peu, ça veut dire quoi. Il y a un côté un peu un dégoût un peu justement de la modernité. Et je pense que c'est aussi parce qu'il y a ce manque de sens en fait. Tu vois, les gens ils n'arrivent pas à trouver de sens, donc il faut trouver des batailles, il faut trouver des trucs, tu vois, très grands, très vertueux, tu vois, et peu importe quoi tu penses en fait. Tu vois, et les gens ils se plongent là-dedans la tête la première. Et, enfin, ouais, c'est ce que je pense en tout cas. Ouais. J'aime bien en fait, cette manière de réfléchir où tu vois, par exemple là, t'arrives et tu présentes ce qu'on voit comme un problème, c'est-à-dire que bah, l'humain est surstimulé. Et en fait, oui, en effet, ce serait très facile d'arriver et de dire ah voilà, tu vois, c'est l'avènement du monde moderne, nous allons tous mourir, tu vois, la technologie, les réseaux sociaux ont détruit tu vois, ce qui faisait en fait l'humain dans sa tradition. Et en fait, non, et de dire oui, il y a un problème, il y a des choses qui vont pas,
mais c'est juste que c'est un nouveau problème Mm. qui pouvait pas être. Avant, il n'y avait pas de technologie, donc. Enfin, il y avait moins de technologie, du coup, ces technologies ne pouvaient pas créer ces problèmes. Donc, ça crée un nouveau problème. Mais ce nouveau problème ne veut pas dire que c'était mieux avant. C'est juste que, en fait, comme ce que tu as dit, c'est-à-dire chaque époque doit en fait résoudre ces problèmes. Et c'est pas le fait que des nouvelles technologies créent des nouveaux problèmes ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises en soi. Non. D'ailleurs, Naval, t'as dit, toi, t'aimes bien Naval. Enfin, que j'aimais bien Naval. Moi aussi. Il disait Everything was a technology before it was a commodity. Il disait le feu, enfin, s'il n'y avait pas de technologie, on serait encore là, tu sais, dans les cavernes à faire avec un silex à faire boum boum, tu vois, et se dire et pas savoir faire du feu, quoi. En fait, il y a eu le feu, après, tu vois, il y a eu l'écriture. Alors, je sais pas dans quel ordre ça s'est fait exactement, jusqu'au jour aujourd'hui où en fait on a des smartphones qui sont quand même des inventions technologiques incroyables, quoi. Ouais, Rien que par. Pardon, vas-y. Non, j'allais dire, c'est que des outils en fait. Tu vois, en philo, il y a un terme, c'est le pharmacone, c'est que tout est à la fois poison et remède. Tu vois, ton téléphone, c'est ton plus grand poison, mais c'est aussi le plus grand remède à beaucoup ou la plus grosse opportunité que tu peux avoir, tu vois, d'apprendre, tu vois, de créer du business, etc. Donc, qu'est-ce qu'on en fait, tu vois, de ces outils. Alors, qu'est-ce qu'on en fait en tant que société et qu'est-ce qu'on en fait individuellement. Parce que évidemment que c'est dur de résister au téléphone, tu vois, c'est un vrai sujet, tu vois, les notifications, tu vois, il faut une discipline de dingue, tu vois, pour réussir à résister à pas être pris par son téléphone. Donc on pourrait te dire, tu as des gens qui vont te dire, tes hacks de mettre tes applications, tes bloqueurs, etc., ça marchera peut-être pour toi, mais en fait la population globalement va pas réussir à résister. Et ils ont sans doute raison en partie. Moi, c'est justement à penser dans l'autre sens, à partir de l'individu, dire en fait tu peux quand même faire ça, 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 pour mieux utiliser ton téléphone, et tu peux l'utiliser de telle manière pour qu'il serve ta vie plutôt que tu sois l'esclave de ton téléphone, tu vois. Mais encore une fois, c'est des outils. Mais après, comment tu l'utilises, ça, c'est le problème de la société et de chaque individu. Non, mais ça, c'est clair. J'en parlais avec un pote qui s'appelle Edouard Audi. Et il me disait, en fait, c'est assez fou comme rien que le smartphone, tu vois, en 15 ans. Genre, en fait, on faisait comment avant les smartphones, tu vois, quand tu prenais le tram, le métro, t'avais pas le smartphone, alors tu pouvais peut-être avoir l'iPod ou des choses comme ça. Tu vois, ou juste quand t'allais rencontrer un pote, en fait, t'avais pas forcément le smartphone, l'immédiateté d'internet pour le contacter. Il y avait les téléphones portables, mais bon, c'était plus compliqué. Et de se dire, du coup, qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé que tu fais 3 heures sur TikTok, donc t'as peut-être moins le temps je sais pas, d'aller faire du sport, tu vois, de lire, enfin de faire des choses qu'on pouvait pas faire à l'époque. Et en même temps, comme dirait Macron, et en même temps, le fait d'avoir cette technologie de réserve dans la poche aussi puissante d'avoir Internet fait que à tout moment, tu peux sortir ton téléphone, tu peux créer. Tu vois, tu peux avoir un pouvoir d'émurge de création et ça va de plus en plus vite. Bientôt, enfin, je suis sûr que demain ou après-demain, on pourra créer des vidéos YouTube, enfin, tu vois, de faire du montage depuis son smartphone. Ça va aller de plus en plus dans la manipulation immédiate des symboles et les créateurs vont avoir de plus en plus de pouvoir avec en fait, l'abattement de ces frontières à la technologie. Et Edouard me disait, c'est marrant, parce que en fait, ça crée une frontière entre ceux qui manipulent les symboles, tu vois, c'est-à-dire les créateurs, ceux qui détiennent, et finalement ceux qui mangent, tu vois, En fait, c'est dans cette manipulation des symboles, parce que tu parlais de TikTok, et pourquoi, voilà, il y en a qui ont des millions d'abonnés, et derrière, en plus, c'est pas juste avoir de l'abonné, derrière, il faut monétiser, il faut créer ton business à partir de ça, et de l'autre, tu as les gens qui mangent constamment ce qu'on leur donne, à tel point, même Elon Musk a dit, tu vois, avant-hier, ça te programme le cerveau, quoi. Et c'est pas l'un ou l'autre, c'est-à-dire que il y en a qui profitent en fait de ces révolutions technologiques, et il y en a qui en sont des victimes. Mais c'est pas parce qu'il y en a des victimes que c'est mauvais, ou c'est pas parce qu'il y en a des créateurs que c'est bon, c'est probablement que ça crée, comme je disais, un nouveau problème. Ouais. Et là, ce que tu dis, en fait, c'est deux. Toi, j'ai l'impression qu'il y a quand même deux visions du monde qui sont opposées depuis toujours. T'as ceux qui vont dire, c'est pas un problème. En fait, toi, c'est compétition, free market, je sais pas. Enfin, tu vois, et toi, chacun joue avec les règles du jeu et faut les comprendre. Tu joues, tu gagnes ou tu perds, et que le meilleur gagne, tu vois, de cette manière. Donc, à côté c'est très compétition, ça, tu vois, c'est le mindset, tu vois. Moi, j'aime bien ça, tu vois. Après, t'as beaucoup de gens d'autres personnes qui vont dire, non, je sens, il faut trouver des moyens, que tout soit bien égalitaire là-dessus, tu vois, que chacun court à la même vitesse, tu vois, que chacun puisse utiliser son téléphone correctement. Mais cette vision-là est un peu utopique, parce que tu vois, si tu mets
toi, c'est comme si tu faisais le 100 mètres, tu vois, au JO, et que tu dis à Usain Bolt, ralentis, mec, tu cours trop vite, tu vois. Tu vois, genre, et à chaque fois, en gros, tu mettrais tout le monde à égalité. Et tous les 100 mètres, tu dirais aux gars, attendez, on va rééquilibrer, il y en a qui vont trop vite là. Mais je pense que l'humanité, elle disparaît dans 4-5 siècles, tu vois, si on fait ça, tu vois. C'est-à-dire qu'on empêcherait tous les gens, tu vois, de surperformer, et on dirait à tout le monde, faut que tu courez tous en 10-20, tu vois, le 100 mètres plutôt qu'en 9-50, tu vois. Et, euh, et moi, c'est parce que j'étais éduqué comme ça de cette manière, tu vois, c'est ça qui me plaît, c'est côté compétition, c'est côté ok, il y a des outils, il y a des jeux dans la vie, moi je vois beaucoup la vie comme un jeu avec des sous-jeux, tu vois comment elles sont. Ouais. Le solo business, ce qui m'intéresse, c'est ouais, je me dis ça c'est intéressant, c'est quelque chose qui me correspond, j'ai l'impression comment je vais jouer à ce jeu et je sais pas si je vais faire 1 million, mais au moins comment je vais me démerder pour essayer d'y aller vers ça, tu vois. Et mon téléphone, si c'est un problème, dis voilà, c'est un problème, mon téléphone, je passe trop de temps dessus, comment je fais pour tu vois, être moins esclave. Et ça veut pas dire que c'est facile, mais au moins ça donne du sens un peu à mon quotidien, je me pose des questions. Et, je suis un peu perdu dans le film, mais du coup, par rapport à ce que tu disais avant, donc c'était quoi? C'était sur les. Si tu peux me remettre dans le. Je suis parti Non, mais après. si tu peux, peut-être, si on va plutôt essayer d'être dans l'actif, Ouais, c'est-à-dire, vas-y. tu parlais d'humain intentionnel Ouais. ou homme intentionnel. C'est-à-dire, donc concrètement, qu'est-ce que tu cut et qu'est-ce que tu mets en place pour essayer d'être dans un humain intentionnel, quelqu'un qui Ouais. design sa vie. Ouais, Tu ouais. parlais par exemple de cut, donc ça voudrait dire cut au maximum les réseaux sociaux, le scroll. Tu m'as Ouais. parlé donc de la cheap dopamine, cut la cheap dopamine. Mm, mm. Donc est-ce que tu peux me faire une liste de, en gros, qu'est-ce que tu cut Qu'est-ce que je mets? et qu'est-ce que tu rajoutes, tu vois? Parce qu'il faut savoir que JCK, Jean-Charles Kurdali, même quand tu regardes check sur Instagram, maintenant il lift, tu vois, ce qui est génial. Tu vois, je vais faire l'aparté, mais à la base, tu vois, les gens te prennent quand même. Enfin, tu t'appelles philo, enfin, t'aimes bien le concept de philopreneur. Les gens disent souvent, JCK, il aime la philosophie. Tu parles souvent de Sénèque, des stoïciens, etc. Et c'est marrant, on te voit sur Instagram et là, tu mets des photos de toi où tu liftes, tu soulèves des poids. Et on pourrait se dire, bah. Qu'est-ce qu'il Attends, fait, mais hein? qu'est-ce qu'il fait ce philosophe là, tout que ça a soulevé des poids? Et en fait, c'est ça, dans ce paradoxe, c'est Ouais. que pourquoi les gens. Ben, je pourrais te poser la question. Donc, du Ouais, coup, ouais. donc qu'est-ce que tu cut, qu'est-ce que tu rajoutes et pourquoi, par exemple, dans ce qu'on a rajouté, bah, maintenant tu soulèves des poids en fait. Mm. Alors, très vite sur enfin, l'image, parce que la muscu en elle-même, l'image du coup que tu peux avoir et comment les. Moi, j'aime pas trop les labels. Et j'aime pas trop l'idée aussi que si t'es intellectuel ou t'es plus dans la pensée ou dans la création, tu devrais être un mec rachitique, tu vois, ou qui prenne pas soin de lui, tu vois. Tu vois, un esprit sain dans un corps sain, on prend tous les poncifs du monde, mais ils sont des vérités, ces choses-là. C'est qu'à un moment, ton corps, c'est ton véhicule, toi, il faut que t'en prennes soin, on s'en rend compte tous. Dans notre bande, on a un peu tous autour de la trentaine maintenant, donc on commence à voir, ok, tu peux plus faire comme quand t'as 20-22 ans, le corps réagit plus pareil. Et donc, j'ai jamais aimé l'idée, en fait, tu vois, d'être unidimensionnel, tu vois, que ce soit que la tête ou que le corps. Donc j'aime beaucoup, et en fait, d'ailleurs, la philosophie en Grèce, tu vois, c'était. Toi, Platon, ça veut dire large d'épaule, tu vois. Les mecs, ils étaient philosophes, citoyens, et en tant que citoyens, ils faisaient la guerre, en fait. Quoi. Et, enfin, les combinaisons qu'ils avaient, elles étaient lourdes, tu vois, donc les gars, ils étaient physiques. Donc de base, en fait, le philosophe, y a la limite, c'est surtout en France, peut-être en Europe, qu'il y a le côté un peu où l'intellectuel, tu vois, qui doit être mec, tu vois, faible, etc. Tu vois. C'est pas forcément le cas dans toutes les périodes de l'histoire ou dans toutes les civilisations. Donc moi, c'est un truc, tu vois, ça me fait marrer justement d'avoir cette double image maintenant. Et à terme, voilà, je veux bien. Ça me dérangerait pas d'avoir un corps beaucoup plus physique, tu vois, enfin, pas forcément méga muscle, tu vois, mais bien physiquement, tu vois. Et en même temps qu'on dise, on sait pas, le mec il pense, mais en même temps il fait du sport, tu vois, ça fait bugger les gens, c'est rigolo, tu vois. Et moi, c'est comme ça que je veux être. Et du coup, la question, donc, qu'est-ce que tu enlèves et qu'est-ce que tu ajoutes dans ta vie? T'enlèves effectivement au maximum, tu sais, de réduire en tout cas les sources de stimulation, tu vois, qui te tirent vers le bas. Donc, comme je te disais, moi, il y avait tu parlais des questions d'addiction, la pornographie, mais j'essaie de l'enlever complètement de ma vie. Tu vois, parce que je sentais que c'était quelque chose qui, sans avoir été une addiction, qui vraiment m'enlevait de l'énergie, tu vois, qui m'enlevait du drive, dans différents éléments de ma vie. Les réseaux sociaux, j'ai encore du mal parfois, mais j'essaie de me battre, tu vois, avec ça, à réduire, tu vois, au maximum, mettre des limites de temps, pas mettre toutes les apps sur mon téléphone, tu vois, de les utiliser vraiment comme pas un consommateur, justement, un chercheur ou un créateur. Donc je vais chercher des choses intéressantes pour moi, pour mes contenus par exemple, ou créer du contenu directement avec les réseaux. Je vais enlever, ou je vais auditer plutôt régulièrement un peu ma manière de vivre, à peu près une fois par mois. Tu vois, je me pose beaucoup de questions, je fais beaucoup de journaling en fait. Et je me dis, qu'est-ce que je fais un peu en ce moment dans ma vie sans réfléchir, mais en fait qui me sert pas ou qui me plaît pas, tu vois.
Et inversement, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie que j'ai oublié de faire, qui me donne du sens ou qui me fait du bien ou quelque chose qui est positif. Donc on est vraiment dans enlever tout ce qui est un petit peu dans la réaction de cette manière. Mais au final, il n'y a pas énormément de choses à enlever en réalité. Hein. C'est vraiment se dire qu'est-ce que dans la société actuelle je fais, enfin qu'est-ce que la société actuelle m'oblige à faire, tu vois, ou me propose de faire, qui ne me correspond pas ou qui semble ne pas me donner de vraiment de sens. Ça, on revient au sens plutôt que de plaisir, passer à du sens qui me fait pas aller vers quelque chose que j'ai envie de faire vraiment. Et les enlever. Donc j'incite les gens à aller voir par exemple les dopamine détox. Tu vois, typiquement c'est un super truc à faire. Tu vois, tu fais une dopamine détox déjà de 3 jours. Tu deviens fou la première journée, la deuxième journée tu te dis ok pourquoi pas, et la troisième tu te dis c'est génial en fait de pas être stimulé de plein de stimuli qui t'amènent de la dopamine. Donc Tu vois la différence? Ouais, tu vois la différence. Ouais. Non mais c'est fou. C'est-à-dire pendant 3 jours par exemple tu n'utilises pas ton smartphone. Alors je le fais pas assez souvent, tu vois, c'est quelque chose que je me dis à moi-même aussi, c'est un conseil que je me donne au même moment de refaire plus, mais les peu de fois que je l'ai fait, tu vois, tu vois clairement une différence. Ouais. T'as une tension mais qui est dingue. La première journée c'est horrible, hein. C'est que on est des addicts, hein. Ouais. Le téléphone c'est une drogue de ouf. Mais vas-y, mais dis-moi donc parce que moi je suis accro aux réseaux sociaux. Enfin, je suis accro à mon smartphone plutôt que les réseaux sociaux, mais parce que je bosse. Enfin, il y a tout mon business dedans. Ouais. Bah, raconte un peu. Donc, je fais comment? C'est-à-dire, je le jette par la fenêtre. Non, bah tu vas faire une liste de choses que tu ne veux pas faire pendant X jours, qui sont liées justement à des choses qui vont te provoquer un peu de la mauvaise dopamine, tu vois, la cheap dopamine comme tu dis, et tu vas le remplacer par des activités que tu fais pas d'habitude, tu vois, enfin, je parle pour moi là en l'occurrence, cuisiner, Ouais. tu vois, ou aller marcher beaucoup. Moi je marche beaucoup, mais tu vois, quelqu'un qui marche pas, il va dire bah, je vais marcher à la place de scroller TikTok, je sors marcher. À la place je sais pas, je joue aux jeux vidéo, je vais méditer pendant 20 minutes. À la place de ci, je vais faire ça. Toi, tu remplaces tes activités. Ou tu remplaces par rien et tu acceptes le vide, tu acceptes l'ennui. Et et là, c'est presque de la méditation. Toi, tu observes tes impulsions, tes pulsions plutôt presque. Là, on est à côté, j'ai ce besoin de prendre mon téléphone. Là, tu dis, ok, là, je l'ai eu 10 fois en 1 heure, c'est quand même bizarre, tu te dis au bout d'un moment. Tu vois. Mais le téléphone n'est plus là. Le téléphone, effectivement, tu le caches, tu le mets ailleurs. Et franchement, vous faites ça, ne serait-ce qu'une journée, vous vous rendez compte en fait à quel point vous êtes addict en fait. Tu vois. Et on est tous. Mais quand tu dis juste ne rien faire, c'est-à-dire tu veux checker ton téléphone et au lieu de ça, non, tu t'acceptes de ne rien faire. Enfin, je pense que les gens, ça va les rendre malades. Moi, le premier, c'est-à-dire en fait accepter et embrasser l'ennui et le. Ouais. Mais tu vois, parce que je pense que les smartphones tout a été créé justement pour combattre en fait le fait que les gens se fassent chier, quoi. Ouais, il y a deux choses intéressantes là-dessus. Moi, le premier, en fait, je galère. Quand je précise toujours quand je suis invité dans des choses, je suis pas un surhomme, j'ai pas dépassé ça. Je suis la même galère que la plupart des gens. Moi, une de mes galères, c'est pas tant le téléphone, c'est les onglets pendant que je travaille sur mon ordi. Tu vois, j'ai tendance, tu vois, mon cerveau part un peu dans plein de directions et j'ai du mal à rester focus vraiment en vrai deep work sur une tâche, typiquement l'écriture. Donc depuis quelques semaines, quelques mois, j'ai des bloqueurs sur mon ordi pour pas accéder à tous les sites de réseaux sociaux, tous les sites que je peux consulter un peu en automatique. Et ça me rend fou en fait de voir à quel point des fois en fait je suis faible là-dessus, tu vois, et j'ai ce besoin en fait d'aller sur ces sites-là, tu vois, dès qu'il y a un peu de résistance, tu vois, j'arrive pas à écrire ce que je veux, tu vois, toi tu vas dans ta barre, tu tapes LinkedIn, tu tapes Gmail, tu tapes WhatsApp, enfin peu importe. Et des fois, je me dis, en fait, moi, je l'ai pris comme un challenge. Je me suis dit, bon, bah, ce matin, c'est pas très important ce que tu fais. Tu vas essayer de travailler comme d'habitude. Mais la satisfaction, tu vas la trouver si tu n'es pas allé sur les réseaux pendant toute la matinée. Tu vois. Et du coup, ma victoire de la matinée, c'était pas d'avoir écrit X post LinkedIn ou je sais pas quoi. C'était, tu as résisté, tu n'es pas allé sur ça. Et en fait, ce que je me suis rendu compte avec les habitudes, tu vois, il y a plein de théories. Il faut 10 jours, 21 jours, 100 jours, pour avoir une habitude qui soit ancrée. En réalité, déjà au bout de 4-5 jours, tu commences déjà identitairement à te sentir plus aligné, tu vois, avec le fait d'être pas un mec qui va sur les réseaux dès qu'il a une envie d'aller sur les réseaux. Tu vois. Ça va très très vite. Comme la marche, tu vois, quelqu'un dit je vais pas marcher et tout, va marcher 4-5 jours dehors pendant 1 heure, tu vas voir que c'est cool et tu vas plus aller, ça t'aura encore plus envie d'aller marcher après. La muscu, pareil, va faire 3-4 fois de la muscu, tu vas te rendre compte que c'est pas si mal que ça et que tu vas vouloir en continuer peut-être. Ouais. Bah, la muscu justement moi je veux dire j'ai passé 28 ans de ma vie à penser que la muscu c'était pas ouf, tu vois. Et en fait pourquoi c'est bien la muscu? Tu me poses la question? Ouais, c'est une vraie question en fait. Pourquoi c'est bien? Bah, il y a beaucoup de choses.
Moi, j'aimais pas non plus, j'avais le cliché un peu, tu vois. Je sens que c'était pas pour les gens intelligents, tu vois, c'est tous les trucs qu'on peut se dire, tu vois. Les deux mondes, tu vois, intellectuel, physique, etc. Euh, il se trouve que la muscu, c'est déjà ça structure toute ta vie. C'est ça que j'aime beaucoup en fait, c'est que comme on a des jobs créatifs, tu vois, moi j'ai toujours quand même envie d'avoir un peu de structure dans mon quotidien. Et la muscu, ça m'oblige à apprendre à cuisiner. Déjà, moi, je suis pas quelqu'un qui cuisine, tu vois, je me fais livrer tous les jours, donc je me dis, je vais devoir apprendre à mieux manger. Je sens dans une optique voilà, de mes objectifs, voilà, de prendre de la masse, de prendre du muscle, etc. Euh, et du coup, il faut bien manger. Ça t'oblige à. T'es plus fatigué aussi, ton corps est fatigué, donc il faut bien dormir, ou plus dormir. Donc c'est pareil, cette Minatel, toi là j'ai une. C'est bien, ça en filmé, du coup, ça c'est un bracelet Whoop, en fait, qui traque mon sommeil, ma fréquence cardiaque, etc. Donc c'est un tracker, tu vois, de santé. Et du coup, je me suis rendu compte que je dormais pas beaucoup, en fait. Tu vois. J'ai l'impression que je dormais 8 heures par nuit, alors qu'en fait, je dors pas beaucoup. Je suis même pas souvent 8 heures dans mon lit, et souvent je dors plus 6h30, en fait. Tu vois. Mais comment il calcule En fait, c'est avec les pulsations. En fait, il arrive à savoir quand tu as un certain nombre de pulsations, je pense, à la minute, tu vois, ton rythme cardiaque, il voit que tu es en sommeil, en fait, et il arrive à traquer les différents rythmes de sommeil, Ah les ouais. différents types de sommeil. Non mais c'est parce que ça j'ai vu Johan Lopez qui est fou furieux sur le tracking de tout ce qu'il Ouais. fait, je lui ai demandé Bah, t'as aussi. Whoop ou les Oura Ring. C'est un peu les deux marques Ben phares. voilà, Un peu. c'est ça, oui. Moi, j'ai choisi le bracelet. Ouais. Ben, je vais prendre et je pense que je vais me faire peur du coup parce que je me réveille souvent la nuit donc Il te dit en fait combien de fois tu es réveillé, et si c'est normal ou pas, etc. Ouais. ouais. Et du coup, qu'est-ce que t'as fait quand t'as vu que tu dormais 6h30? Bah, j'essaie de réajuster. Du coup, je vois, toi, typiquement, tu vois très vite, typiquement l'alcool, tu vois, que ça te flingue la nuit de sommeil. Ah, tu vois la différence directe? Ah ouais, c'est. Enfin, c'est simple, tu bois de l'alcool, tu ne peux pas faire une bonne nuit en fait. En fait, il y a une Même une corrélation. bière. Hein. Et moi, j'ai remarqué en tout cas, moi je bois du vin plus, mais ouais, une bière ou un verre de vin, Ouais. ça a un impact. Après, moins que si t'en bois plus, mais ça a direct un impact. Donc c'est à ça que j'aime beaucoup de côté structurant. J'aime bien le côté aussi. Moi j'aime la nouveauté aussi parce que c'est nouveau pour moi là. J'aime le fait que ça t'oblige à te dépasser. J'en parlais en privé, côté la dernière rep, tu vois, dans un exercice. Et en fait j'aime l'idée de toujours à chaque session essayer de se dépasser un petit peu parce que le but en muscu c'est de faire l'augmentation progressive des poids, tu vois, sur la durée. Et du coup, ça nécessite, voilà, là, je vais faire, je sais pas, X kilos. Et avant, je faisais 8 reps. Et là, je fais 9 aujourd'hui. Et la dernière, elle est dure, tu vois. Et toi, je pense qu'il y a deux types de personnes. Tu vois, il y a ceux qui vont pas faire la dernière parce que, en fait, c'est douloureux. Et puis, tu as ceux qui vont toujours faire la dernière rep dans leur vie, tu vois. Et là, c'est pour la muscu, mais je pense que tu peux l'extrapoler à tous les domaines, en fait, toutes les situations. Et, et je trouve, tu vois, que quand je pensais un peu à ma vie, par exemple, quand je faisais de la course à pied, je me trouvais j'étais un peu trop en zone de confort, tu vois, je me faisais pas assez mal, tu vois. C'est pas parce que c'est de la course à pied, mais c'était que je j'allais pas chercher la douleur, un peu le truc pour aller un peu plus loin. Et là la muscu c'est plus facile parce que c'est en fait t'as plus de répétitions et du coup tous les exos tu peux dire allez celle-ci je la fais un peu plus et ça j'aime beaucoup, ça me donne ça m'inspire dans d'autres domaines de ma vie, tu vois. Et je vois en plus que ça. Et aussi le bien-être que tu ressens au quotidien après une session de muscu, tu te sens bien, t'as chaud, mais d'une bonne manière, enfin, ton corps est bien à bonne température, t'as de l'énergie, enfin, c'est cool en fait. Tu vois. Ouais. Ouais. Je pensais pas dire ça avant, mais je pense que. Bah, pour le coup, oui, tu vois, tout ce qui est cheap dopamine, la muscu, c'est pas cheap, quoi. Tu vois, Non, l'adrénaline, tu vas la chercher. Tu la comme il mérites, faut. tu la mérites. Ouais, mais Andrew Berman disait ça. Il disait il y a quatre types de bonnes molécules pour son corps. Alors, moi, je sais pas si on dit molécules. Hormones, je crois que tu as dopamine, endorphine, Ouais. cystéine et ovocitine, Sérotonine. je crois. Hein Ocytocine. Non, sérotonine. Bon, je sais plus Sérotonine, bien. c'est pour le bien-être. Ouais, Endorphine, c'est celle du sport, souvent dit. Dopamine, c'est celle du drive. ouais. Et la quatrième, du coup, je l'ai pas. Mais... Moi non plus, mais en gros, ce que je La sais, c'est que... mélatonine, peut-être, ou des trucs comme Ouais, ça. alors je sais plus. Non, enfin, J'en ai pas. je sais qu'il y a des sous. Mais en gros, ce que je sais, c'est que y en a une, tu dois aller chercher avec du sport. L'autre, tu dois aller chercher en faisant des câlins, en parlant avec des. Ah, c'est l'ocytocine, ça. Voilà. Ouais. Bon. Il y en a une, tu dois aller chercher en voyant le soleil, en allant marcher dans la nature, etc. Et le dernier, je sais plus. Bon, c'est un petit peu. C'est pas ouf. À chaque fois, j'essaie d'en parler de ce truc, je me rappelle jamais. Mais en gros, voilà, en gros ce qui se dit, c'est oui, voilà. Donc, faites du sport, faites des câlins, appelez vos potes, mangez correctement. Ouais. Et tout est lié, en fait. Enfin, et aller dans la nature, etc. Enfin, rapprochez-vous de la nature. Et en gros, ça te met une sorte d'équilibre.
enfin, ça ajoute à ton équilibre. Et surtout, que si tu manges de la merde, si tu es sur les réseaux sociaux tout le temps et que tu as de la cheap dopamine, si tu prends des drogues, etc., ça te flingue en fait cet équilibre. Ouais. Donc sur le don't do, donc do, tu dis en gros, donc faire du sport, bon, les gens le savent, mais faire du sport et donc lever des poids, le soleil, couper les réseaux sociaux et être un créateur plutôt qu'un... Je pense que alors si on passe sur le sujet des créateurs, tu vois, typiquement, ce que j'aime bien dans le soloprenariat aussi, sur le business, c'est, et que tu représentes bien aussi, pour avoir passé du temps ensemble là, depuis 2 semaines, c'est la décorrélation entre input et output. Qu'est-ce que je fais et qu'est-ce qui en ressort? La plupart des gens vont vouloir beaucoup travailler, tu vois, et faire beaucoup d'input, mais ils n'ont pas les leviers, ils n'ont pas, tu vois, ce qui ressort à la fin en fait assez linéaire, ou voire quand tu es salarié c'est malheureux, mais en fait ta valeur t'es moins payé que la valeur que tu génères, parce que sinon tu peux pas être, l'employeur il s'y retrouve pas, sinon, tu vois. Ouais. Donc déjà t'es pas, c'est un autre problème ça, tu vois. Mais pour être capable en fait de justement d'exploiter les leviers de son époque, donc tu vois, avoir une audience, créer du média, créer des produits, etc. Il faut avoir de l'espace mental. C'est ça qu'on en revient aussi, c'est ça que j'aime bien sur le soloprenariat, on en revient au lifestyle, et c'est pour ça que moi ça me passionne cette affaire. C'est pour ça que je te disais à l'époque, philosophie et soloprenariat, peut-être que tu trouvais ça bizarre, je te disais, c'est quoi le lien? Je te prenais pour un cinglé, moi. Et mais pour moi c'est très lié, parce que à différents égards, mais t'as vraiment ce truc de ok, je suis créateur, mais je vis de levier d'une certaine manière. Ça sert à rien de travailler pendant 100 heures par semaine en fait. C'est où je mets mon temps, quelle vie je me crée, comment je crée des expériences, comment je peux observer le monde d'une manière qui est assez unique, tu vois. Et c'est ça qu'il faut penser en fait, tu vois. C'est pas vas-y, je me lève le matin, je me fous 10 heures derrière le PC et je vais gagner plein d'argent. À certains moments, il faut savoir le faire, hein. Tu vois, le truc de la vie balance, là, comment ils appellent ça, la balance life. C'est quoi, c'est l'équilibre vie pro-perso, tu vois. Ça, c'est pareil, toi, les gens ils disent toujours c'est 50-50 le truc là, mais c'est pas 50-50, c'est trouver un équilibre dans sa vie globale. Il y a des moments tu dois travailler comme un excité, et il y a des moments il faut savoir bien se reposer aussi, quoi. Mais au quotidien, je pense que c'est pas mal d'avoir ce côté laisser du temps, laisser de la place, avoir de la clarté mentale, et ça tu l'as en faisant du sport, tu l'as en allant marcher, des activités similaires, tu l'as en faisant de la méditation, tu peux l'avoir en écrivant, en faisant du journaling. Et ça, les super pouvoirs de notre époque, en fait, tu vois, et ça peut avoir l'air chiant de l'extérieur, parce que tu vois, c'est des journées qui peuvent se ressembler, mais à la fin, je pense que les gens qui ont c'est les idées qui font qu'on a de la valeur dans notre société, tu vois, c'est les idées qui génèrent de l'argent, qu'on en monte une boîte ou qu'on crée de la philo, enfin peu importe, hein, qu'on fasse de la philo. Donc, et ça nécessite du temps, quoi. Enfin, je me répète un peu là, mais il y a cette idée. Non, mais je comprends. Sur ce que tu as dit entre le travail, la clarté d'esprit, les leviers. C'est-à-dire qu'en fait, les gens souvent se disent je vais devoir travailler beaucoup. Et en fait, donc input, ce que tu as dit. Et en fait, ce travail va créer des outputs qui sont proportionnels. Alors qu'en fait, non, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que, en fait, il faut travailler et en même temps, il faut créer des leviers qui vont décupler la force de ton travail. Ouais. Donc ces leviers, c'est ce que tu as dit. Tu as la technologie, tu as le média, tu as l'argent, tu as l'humain, etc. Ouais. Sauf que tant que tu n'as pas de l'espace mental, tu penses que d'une manière linéaire, je vais travailler et ça va être proportionnel. Et pour penser à des leviers qui vont décupler ça, il faut avoir une forme de clarté d'esprit. Cette clarté d'esprit vient souvent du fait de justement pas avoir la tête tout le temps dans le guidon, quoi. Ouais. Et la majorité des gens, ils ne comprennent pas ça, tu vois. Que parfois, tu as assez travaillé, vaut mieux aller au sauna ou marcher ou voir rien faire, en fait, tu vois, plutôt que continuer à bosser. Complètement. Et toi, si je reprends un exemple peut-être plus concret, tu vois, comment moi je vois un peu justement cette évolution vers le million de chiffre d'affaires à 3-4 ans, dans cette année, je suis OK avec le fait de plus travailler, tu vois, que l'année dernière. Je me dis, parce que justement, je veux créer les leviers, je veux créer les systèmes, j'ai des choses que je dois apprendre, tu vois, donc je suis prêt à même faire des grosses semaines, tu vois. Psychologiquement, je suis prêt à travailler. L'année dernière, c'était moins le cas. C'était plus une année d'observation, de réflexion, d'écriture, même si j'ai beaucoup écrit, pas mal travaillé sur ça. Par contre, c'est possible que l'année où je ferai 1 million, en fait, je travaillerai, je pense, 3 fois moins peut-être que l'année 1. Et c'est comme une start-up, tu vois. Il y a ce côté un peu faire démarrer une voiture, tu vois. Alors, la première, elle est dure à passer, la deuxième, après, ça part, tu vois. Et du coup, il faut savoir mettre les inputs des fois, mettre les efforts. Là, cette année, je suis OK, tu vois, ça va peut-être durer 18 mois, tu vas être très fort, tu vois, enfin, pas mal travailler. En étant smart quand même.
Et après, ce sera plus le côté smart, tu vois, exploiter les leviers, faire le bon produit, tu vois, sur la bonne cible, etc., qui va faire que je peux exploiter le levier. Donc là, c'est le cerveau qui va être important, tu vois. Mais à un moment, tu vois, il y a les bras, puis il y a le cerveau, il faut savoir qu'est-ce que j'utilise selon les moments. Donc, parce que moi, j'ai plus tendance à utiliser le cerveau, tu vois, et à être un petit peu genre, comment je peux utiliser justement des hacks pour pas trop travailler. Du coup, là, je me dis, non, tu peux y aller, tu vois. Ouais. Ouais, en fait, cette philosophie, elle a été un peu, on va dire, théorisée par Naval qui disait, en gros, les semaines de 40 heures sont une relique, tu vois, de l'âge industriel. Aujourd'hui, les nouveaux créateurs en fait pensent comme des athlètes et ils disent sprint, rest, reassess. C'est-à-dire ouais, sprint, repose-toi et puis fais le bilan. Et puis c'est que en fait souvent des cycles un peu comme ça. Ouais, complètement. Sur un autre sujet, on arrive plutôt vers la fin de ce podcast. Dans la vie intentionnelle, il y a aussi cette idée de designer la vie qu'on veut. Tu disais au début du podcast, tu parlais, tu vois, pour, on va dire, t'impressionner toi, mais impressionner aussi tes futurs enfants, designer, tu vois, la personne que tu vas rencontrer, ton partenaire de vie, etc. Ouais. Et en fait, sur ces sujets-là, toi, récemment, tu as mis en place certaines choses pour, on va dire, améliorer ce que Mark Manson appelle les démographiques, ce que tu pourras peut-être développer. C'est que tu as commencé à essayer d'être plus intentionnel dans les personnes que tu rencontrais, notamment les femmes. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus sur ce que tu as mis en place pour améliorer tes démographiques et ce que sont les démographiques? Ouais, qu'est-ce que tu appelles démographiques pour toi? Mark Manson, ce que tu as les segments démographiques. Oui, segments démographiques que tu as développé dans une newsletter, tu sais, sur le fait que en fait, les gens pensent qu'il va y avoir un coup de foudre et qu'ils vont rencontrer tu vois, leur partenaire de vie par hasard et que Mark Manson te dit en fait non, tu vois, tu as plus de chances de rencontrer des gens si tu fais du yoga à New York, tu vois, si tu as des bons cercles sociaux, plutôt que si tu es en fait au fin fond de la campagne et que tu fais rien, quoi. Ouais, exactement. Alors effectivement, donc ce qu'il dit Mark Manson, et je vais le ramener à moi après, c'est en gros, moi pendant très longtemps, je me disais c'est en boîte de nuit ou les endroits un peu classiques que je vais trouver, tu vois, ma copine ou tu vois, ou ma future femme ou peu importe. Tu vois. Donc c'était un premier sujet. Et en fait, je me rendais compte que ça me plaisait déjà pas, tu vois, les boîtes de nuit, tous ces endroits-là, et qu'en plus les relations que j'avais, tu vois, quand il y avait relations, n'étaient pas forcément le type de relation que j'avais envie d'avoir. Ça va sur un projet plus large, effectivement, qui est de me dire, là j'ai 31 ans, je vais avoir 32 ans en avril, en février. Je pense quand même, tu vois, à terme, me mettre en couple, tu vois, avoir une famille, des enfants, etc. M'ancrer quelque part, quelque chose qui est assez important pour moi. En tout cas, c'est comme ça que je projette un peu le futur. Et du coup, l'an dernier, donc j'avais 30 ans, je fais un peu le bilan, tu vois, de ma vie sentimentale, amoureuse, intime, etc. Et il y avait du bon, il y avait du moins bon. Je considère, tu vois, j'ai eu une relation assez longue quand j'étais jeune. Alors ça, les gens ils n'aiment pas trop quand je dis ça, mais moi je considère que c'est une erreur, tu vois, d'avoir une relation longue, en tout cas une relation longue qui t'empêche d'explorer des choses, tu vois, quand t'es jeune, tu vois. Je pense notamment quand t'es un homme, toi, tu manques beaucoup de maturité émotionnelle parce que t'es pas beaucoup exposé au fait aux femmes quand t'es jeune. Tu vois, on en parlait, tu vois, par exemple, quand t'es au lycée, tu vois, par exemple, les filles elles vont plutôt naturellement soit aller soit avec la star du lycée, tu vois, ou des mecs sur la fac, etc. Il y a toujours un petit peu décalage, un petit écartage, tu vois, entre les hommes et les femmes. Sur les statistiques, en fait, c'est prouvé, hein, tu vois, il y a un écart qui est pas énorme, il y a un écart en termes d'âge. Et du coup, t'as un peu, tu n'as pas d'expérience, tu vois. Donc l'expérience, tu commences à l'avoir à la fin du lycée, à la fac, etc. Et moi, je me suis mis trop tôt dans une relation qui fait que j'avais eu quelques expériences avant, notamment, forcément, parce que bref, pas aparté, mais je m'étais rendu compte aussi, tu vois, que le poker, tu vois, que ça amenait aussi, sur le fait de côté argent, en tout cas, qui pouvait amener certains types de femmes à s'intéresser à toi. Tu vois, j'ai remarqué ça à 19-20 ans, tu vois. Et bon, ça c'est une aparté, je peux développer. Mais juste quoi, à développer, c'est que en fait à 19-20 ans, tu commençais à bien gérer le poker. Il y a des gens qui t'ont fait une sorte de réputation, et ils ont commencé à parler de toi alors que toi t'avais pas prévu. Et en fait, il y a des gens, vu que tu commençais à faire des trucs, à bien gérer au poker, il y a des gens qui sont intéressés à toi. Hommes ou femmes d'ailleurs, en passant, mais notamment des femmes, tu vois. Et moi, je buguais un peu. Du coup, je voyais bien qu'il y avait un avant-après, tu vois. Ouais. Il y avait deux trucs. Il y avait l'idée du champion plus l'argent, quoi, c'est ça. Ouais, je pense que c'était un peu les deux, le statut et l'argent, un petit peu. Et du coup, j'étais dans une relation longue. Ça a duré 4 ans. Ça au mieux, entre 22 et 26 ans, on va dire. Ensuite, je me suis retrouvé à Paris en 2018-2019.
Et là, c'était la première fois de ma vie, tu vois, où il fallait rentrer dans le dating market, tu vois, genre le fameux marché de l'amour, avec les apps notamment. Et ça, j'ai pas du tout aimé, tu vois, les apps pour plein de raisons. Euh, une des raisons est que, tu vois, sur les apps, c'est une loi de Pareto. En fait, c'est que, et plus extrême que Pareto, les 20-80, mais pour simplifier, donc 20% des hommes matchent 80% des femmes, ou 80% des femmes sont intéressées par 20% des hommes. La réalité, statistiquement, c'est plus 5,95 en réalité. Donc c'est quand même assez hardcore, tu vois. C'est quoi, 95%, 95% des femmes femmes sont intéressées par 5% des hommes sur les applications. Ok. Et on pourrait presque dire, tu vois, je ne dirais pas que c'est 5% dans la vie réelle, mais en tout cas qu'il y a une Pareto dans la vie réelle aussi. Ok. Et moi je considérais, tu vois, sans trop travailler mon profil ou même, tu vois, mes attributs physiques, tu vois, font que je ne vais pas forcément dans le top 5% sur une application de rencontre. Donc ça me frustrait, mais j'ai quand même joué le jeu, tu vois. Ces années-là, donc j'avais des relations, mais je trouvais que les relations du coup n'étaient pas de meilleure qualité, tu vois, j'avais des problèmes, soit les filles posaient des problèmes, soit moi gérais mal les relations. Enfin, il y avait toujours un problème quelque part, tu vois. C'était pas sain, je trouvais. Pas dû aux applications, mais dû justement à ce déséquilibre, tu vois, entre ce que moi je voulais et ce que j'avais de cette structure, en fait, de cette manière, quoi, qui faisait que c'était comme ça que tu faisais des rencontres et ça donnait ce résultat. Après, je suis parti voyager et justement, j'ai senti une frustration quand j'étais en Turquie l'année dernière. J'ai passé pas mal de temps à Istanbul. Où pareil, j'avais repris les apps et j'arrivais pas à. Les filles qui m'intéressaient, en fait, j'arrivais pas à créer des relations avec elles. Soit des relations courtes ou pour des relations longues, enfin peu importe. Et là, je me suis posé la question, en fait, est-ce que toute ta vie, en fait, tu vas accepter le jeu dans lequel tu es, donc qui est le jeu de les applications, les mises en ça existe même plus, ça, le truc de, tu sais, tous les gens te disent oui, en soirée tu rencontres des gens, ouais, mais qui fait des soirées en appartement, tu vois, dans un monde post-Covid, t'en as pas tant que ça des appartements, surtout quand t'es plus étudiant. Donc je me disais, qu'est-ce que t'as les applications, en vrai, qu'est-ce que il y a peut-être les collègues, moi j'ai pas de collègues, tu vois. Genre, la machine à café. La machine à café. T'as pas grand chose. Et donc voilà, donc je me suis dit, je vais commencer à faire des rencontres différemment. Et du coup, j'ai commencé à comment dire. Attends, tout ça pour finir avant d'aller sur ça, c'est ça qui est important, c'est la motivation, c'est ce que j'essaie d'expliquer en fait. La motivation, elle est vraiment d'avoir des relations de meilleure qualité, d'être mieux avec la femme avec qui je suis aussi, parce que de cette manière j'ai plus confiance en moi, j'ai plus de maturité émotionnelle, donc je fais pas, tu vois, des trucs que certains mecs pourraient faire, enfin moi j'aurais peut-être pu faire, je sais pas, en relation, tu vois, mais qui font que la relation est pas saine. Et donc ouais, donc j'avais commencé, tu vois, à l'époque même à discuter dans des cafés, tu vois, au début à des hommes et surtout après à des femmes, pour faire des rencontres. Et petit à petit, j'ai commencé à élargir, tu vois, à différents environnements. Et là, c'est là où ça peut être controversé entre guillemets par certaines personnes, mais j'ai commencé à le faire aussi même dans la rue. Ça, c'était à Budapest l'an dernier. Je me suis mis un projet un petit peu, tu vois, qui avait différents objectifs. Il y avait cet objectif-là, du coup, déjà de accepter la peur du rejet, tu vois, et aller rencontrer des femmes qui me plaisaient. Tu vois, là, on parle plus mon physique dans la rue, tu vois. Quand tu rencontres quelqu'un, tu vois que son physique dans un premier temps. Mais de me dire, voilà, d'aller voir les filles que je ne matche pas sur Tinder, tu vois, ou que je ne matcherai pas sur les applications de rencontres. Et du coup, j'avais un objectif qui était de générer une forme plus d'abondance, tu vois, parce que je ne cherchais pas une relation sérieuse, j'étais en voyage, tu vois. Et en même temps, qualitative. Et ce qui est incroyable, en fait, c'est qu'en 3-4 semaines, tu vois, je n'ai pas fait ça pendant des mois et des mois, il s'est passé que des bonnes choses dans ma vie, et globalement, les gens qui ont été partie prenante de ce projet sont très bien portés aussi, tu vois. J'ai été voir aborder pas mal de filles dans la rue, j'ai eu super réaction. Je pense que je le faisais aussi d'une manière qui était atypique, au sens, tu vois, c'est pas en mode le mec relou, tu vois, qui... Dis-moi comment tu fais. En fait, c'était assez naturel, en fait, c'est que j'allais juste voir la personne, dire bonjour, que j'aimais bien son style vestimentaire, par exemple, et voilà, puis après on discutait, je lui posais une question, on discutait, je lui disais que je restais pas longtemps, tu vois, que 1 ou 2 minutes, et que moi de toute façon je partais après, ce qui était vrai, parce qu'en plus du coup j'allais faire autre chose ensuite, et tu crées des rencontres comme ça. Et moi j'adore, en fait, alors je sais, encore une fois, ça peut être hyper, notamment dans le contexte parisien, français, etc., tu vois, harcèlement, et il y a, je fais un disclaimer là-dessus, il y a clairement du harcèlement, c'est sûr, j'entends des histoires avec des filles, il y a pas mal de problèmes du côté des femmes là-dessus qui pourraient dire, non, mais ne fais pas l'apologie de ça. Et en même temps... En France, surtout.
en France, mais même tu vois, en Occident, hormis certaines régions, tu vois, mais c'est quand même un truc qui commence à se dire, tu vois, voilà, qu'il y aurait des zones où on pourrait plus faire des rencontres parce que, et à raison en partie, il y a du harcèlement, il y a des problèmes, tu vois. Les hommes ne se comportent pas toujours de la bonne manière. Le problème, c'est qu'en fait, à faire ça, euh, bah, on oublie qu'à d'un moment, il y a quand même, tu vois, c'est ta vision du monde. Je vais pas dire on est des animaux, mais il y a quand même ce souci quand même de stratégie de reproduction, stratégie d'accouplement, stratégie de les mating partners. Et à un moment, tu vois, si le jeu, moi, me convient pas, tu vois, et que le jeu, c'est les applications de rencontre, et du coup, les filles que je rencontre me correspondent pas, soit physiquement, elles me plaisent pas assez, ou intellectuellement, tu vois, elles ont pas ce que je cherche, ou humainement, il faut que je crée un nouveau jeu, en fait, tu vois, avec mes règles. Ou en tout cas un jeu dans lequel je peux m'exprimer tout en. Après, c'est une question d'éthique, de morale, jusqu'à où tu vas dans ces jeux-là. Et du coup, moi, j'ai créé un peu mon propre jeu, tu vois. Et du coup, aujourd'hui, j'ai des super relations avec les filles que j'ai pu côtoyer ou que je côtoie encore. Que tu as rencontré dans la rue. Que j'ai rencontré, ouais. D'accord. Dans la rue, ou dans des cafés, du coup. Ouais, ou dans des cafés. C'est-à-dire, ouais. Après, tu vas dans certains cafés. Quand on dit des cafés, c'est-à-dire des cafés la journée. Ouais, parce que moi, je travaillais pas mal dans les Ouais. cafés, notamment les après-midi. Et souvent, les gens dans les cafés, tu rencontres, ils travaillent pas tant que ça, en fait. C'est un peu comme les coworking. Et en fait, ils sont là pour discuter. Enfin, si tu vas discuter, ils sont très contents de discuter. Et en fait on parle surtout le problème qu'on a aujourd'hui, c'est l'intelligence sociale. C'est en fait, pourquoi une fille se fait harceler? Parce qu'en fait, les mecs n'ont aucune intelligence, tu vois, sociale. Et il y a aussi plein d'autres problèmes sous-jacents, tu vois. Bref, ça serait moins développé, mais tu vois, même la misère affective et sexuelle, tu veux qu'il y ait un déséquilibre, tu vois, sur le marché de l'amour, en fait, tu as beaucoup d'hommes, sans leur donner des excuses, mais tu vois, qui maintenant sont maladroits, en fait, et parce qu'ils savent même, en fait, ils sont au bout de leur vie, tu vois, ils savent plus comment faire, tu vois, ou ils ont pas de rapport avec les filles, où ils ont passé l'expérience, donc des maladresses. Et du coup, ce que la société comprend pas en ce moment, tu vois, globalement, c'est qu'effectivement, il y a énormément de problèmes chez les femmes, elles ont plein de problèmes sur lesquels il faut travailler, tu vois, pour les aider. Et en même temps, il y a des problèmes pour les hommes aussi qui sont beaucoup moins mis en avant dans la société actuelle. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les hiérarchiser, c'est juste en fait, les hommes doivent aussi travailler des trucs. Et le sujet des relations hommes-femmes, des rencontres chez les hommes, c'est un très gros sujet. Et ce dont je parle là, c'est pour ça que ça ne me dérange pas d'en parler forcément, parce qu'en fait, quand j'en parle en privé avec des mecs, et même avec des filles d'ailleurs, c'est très bien reçu. Et les gens sont même fascinés par ça, parce qu'en fait, tout le monde a ses problèmes, en fait, quasiment. La plupart des hommes ont ces questionnements, ces problèmes. Donc, c'est-à-dire, quel problème ils ont? Le problème de comment faire des rencontres, ou comment faire des rencontres. C'est pas le problème juste de faire des rencontres, c'est des bonnes rencontres, tu vois. Et de pas dépendre, tu vois, d'un algo, tu vois, ou d'une appli. Et de sentir, en fait, que le jeu est un peu truqué sur les apps, parce que si t'es pas dans le top 5%, encore une fois, tu n'as pas accès, en fait, aux filles qui sont cool, en fait. Ouais. Alors là, quand je dis ça, ça fait de la hiérarchisation, mais bon, évidemment, il y a quand même des gens qui prennent plus soin d'eux, il y a des gens qui sont plus intéressants que d'autres parce qu'ils ont plus fait des efforts, en fait. Ça, c'est ma vision du monde, à côté. Moi, j'aime pas trop l'idée de nier les hiérarchies. C'est juste qu'il y a des bonnes et des mauvaises hiérarchies dans la société, quoi. Et là, pour beaucoup, je trouve que c'est des bonnes hiérarchies. De toute façon, je veux dire, tu sais, souvent quand tu demandes à une femme, statistiquement, tu vois, genre son idéal de beauté, je veux dire, statistiquement, il y a quand même plus des femmes qui vont dire oui, je préfère un mec qui fait 1m85, qui est costaud. Ce qui veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde, mais ce qui veut dire qu'il y a quand même des préférences en général physiques et sexuelles qui se retrouvent en fréquence statistique. Et je veux dire, à la loterie, déjà de base, dans la nature, tu as de base une distribution statistique qui est pas similaire, quoi. Il y a des gens, ils font 1m60 et ils sont que, je sais pas. Après, il y a aussi les traits physiques, tu vois, en fonction de ta symétrie de ton visage. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et après, derrière, il y a le niveau sociologique, comment tu réussis dans la vie, etc. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc ça, on peut pas le nier. Ouais. Je pense que ça, c'est déjà la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, aussi ce fait qu'il y ait beaucoup de mecs qui soient en galère, entre guillemets, tu vois, alors qu'ils sont pas forcément, c'est pas forcément des tocards, tu vois. Il y a des mecs juste, on va dire, normaux, enfin, dans la fréquence, qui ont du mal à rencontrer des femmes. Et de la même façon aussi, il y a, dans certains pays, certaines femmes aussi qui galèrent à rencontrer des gens, soit parce qu'elles se font pas aborder, ou alors pas de la bonne manière, ou alors elles ont pas les bons segments démographiques. Donc
j'ai l'impression que dans ce que tu me dis, c'est un côté, ça crée des problèmes des deux côtés aussi, Ouais. tu vois, en termes de disponibilité. Parce Et- que du coup, si tu tires la réflexion, si les femmes à 95% vont vers 5% des hommes sur les applications en tout cas, ça veut dire qu'il y a une concurrence folle entre elles pour le peu d'hommes sur lesquels elles se battent de cette manière. C'est-à-dire Ouais. que la plupart des hommes n'ont rien et la plupart des femmes se battent pour avoir la disponibilité d'une minorité d'hommes. Ce qui fait, tu vois, et là les femmes du coup, réfléchissez-y de ce que je vais dire là, c'est pourquoi les hommes que vous fréquentez ne sont pas disponibles pour vous, tu vois, pour une vraie relation par exemple, tu vois. Et peut-être que c'est parce que ils ont beaucoup de choix, parce qu'ils ont les 95% des applications, et du coup, là, elles sont mises en compétition, tu vois. Et là, tu parles, là, je rejoins sur un truc qu'on disait en privé. Là, tu parles plutôt dans un, entre guillemets, marché de gens qui ont plutôt 30 ans, là, non? Pas forcément. T'as une fille de 22 ans, enfin, ça dépend ce que tu veux dire. Enfin, 30 ans pour qui en fait déjà? Parce que c'est pas pareil 30 ans pour un homme, 30 ans pour une femme. Tu vois. Ouais. Bah, je sais pas, tu dis, bon, il semblerait donc que, en gros, sur les applications de rencontre, il y a 5 enfin, en gros, les 95% des femmes enfin, sont intéressées par le top Ouais, 5% des. 5-10% disons. Ouais. Ouais. Mais est-ce que c'est vrai pour tous les âges quand t'es une femme, pour tous les âges quand t'es un homme, tu vois? Faudrait voir l'étude après par tranche d'âge, mais Ouais. disons que les critères vont évoluer, je pense. Mais les statistiques, je pense pas qu'elles changeront, tu vois. Hmm. C'est juste que ça va plus être, effectivement, quand t'es jeune, une fille va plus regarder peut-être le physique. Et autour de la trentaine, plutôt la situation, tu vois, de la personne. Le physique va perdre un petit peu en importance. Et les critères changent, mais je pense pas que les statistiques, enfin les proportions doivent rester les mêmes. Ouais. Et, c'est juste que, disons que, bon là ça va être un peu controversé, ça peut-être, mais forcément. Là, on est en Greywater là déjà en France là. Ah ouais. Non, mais le truc à partir du moment, si une femme veut faire des enfants, au bout d'un moment elle est obligée d'être rationnelle, tu vois aussi, de ce côté, avec l'âge à laquelle elle peut avoir des enfants. Et du coup, forcément, ces critères, dans la période où elle est le plus proche de ne plus pouvoir faire des enfants, tu vois, après la trentaine, seront nécessairement plus les mêmes que dans la vingtaine. Et du coup, dans la trentaine, elle va peut-être avoir un panel d'hommes qui va l'intéresser plus large, parce qu'il y a un sentiment d'urgence aussi, un sentiment de il faut un moment que si elle désire avoir des enfants, si elle veut pas d'enfants, c'est pas un sujet, trouver quelqu'un. Et du coup, tu vas plus avoir les mêmes critères que quand tu as 21, 22 ans, où c'est pas un sujet. Ok, donc là, donc toi en fait, tu t'es dit, j'ai pas envie en fait d'être la victime de ce jeu, tu vois, 95-5, de me faire comparer systématiquement comme un kiwi, et donc t'as décidé d'être actif et donc dans la recherche. J'ai pris ça comme un challenge, un challenge à court terme et un projet à long terme j'ai eu l'impression en tout cas que c'était la meilleure manière pour moi de mettre le plus de chances de mon côté, on va dire, pour trouver une partenaire à terme qui me convient vraiment. Il y a toujours une part de hasard, tu vois, une part d'aléa, tu vois, dans tout ça, c'est pas scientifique cette affaire. Hein. Par contre, aussi à court terme, ça je l'ai peut-être déjà dit, mais je le redis, j'ai les meilleures relations que j'ai jamais eues, tu vois, avec les femmes, tu vois. Et je parle même des filles que je revois pas ou juste que je vois qu'une fois, tu vois. C'est-à-dire que mes rencontres que je fais dans la rue, tu vois, ça se passe toujours très bien, tu vois. Genre, j'ai jamais eu de mauvais d'insultes, tu vois, ou de problèmes, tu vois, avec ça. Les Parce que dates. t'es respectueux aussi. Oui, mais c'est pour ça que c'est difficile. Faut pas inciter les gens à faire exactement comme moi, mais par contre, il faudrait ceux qui le font intelligemment, tu vois, ça pourrait leur servir. Quand même. Mais après, le but c'est pas de faire une armée de gens qui se fait la sortir dans la rue, tu vois. Juste à aparté, tu faisais ça en Hongrie, hein? Tu faisais pas ça en France? C'était en Hongrie, ouais. Ouais. Alors, Parce qu'en Hongrie, du coup, les femmes se font moins emmerder qu'en France. Enfin, dans les grandes villes, non? je sais pas, peut-être qu'elles se font moins emmerder. C'est sûr que la culture est différente ici. Pour autant, pour le coup, c'est très international à Budapest. Donc, une personne sur trois, une fille sur trois que j'ai abordée n'était pas hongroise. Ok. Il y a eu des Françaises aussi. Donc, après, ouais, c'est un filtre. C'est quel type de Française tu rencontres à l'étranger par rapport à une autre ville. Mais je ne saurais pas te dire en France. Par contre, toi, je serais. Alors, ça, pareil, on va pas m'aimer pour ça, mais c'est pas pour autant qu'en France, on peut pas le faire, je pense. Tu vois. Je pense. Je suis pas d'accord avec ça, tu vois. On va dire oui, en France c'est différent, t'as pas le droit. Toi, Marion Séclin, toutes ces meufs là qui disent faut pas, tu vois.
euh, il faut pas. Bien sûr qu'il y a des problèmes, mais en même temps, tu vois, les hommes, il faut qu'ils trouvent aussi leur moyen de pouvoir trouver des relations, tu vois. Et c'est compliqué, en fait. C'est le problème, en fait, on résout des problèmes. On revient au truc de départ avec la tech. Hein. On résout un problème pour les femmes. On fait évoluer les mentalités. Il y a le féminisme. Il y a plein de choses excellentes là-dedans. Et en même temps, ça crée un autre déséquilibre. Et du coup, aujourd'hui, sur certains des sujets, les hommes se reprennent un peu la balle, tu vois, genre, on a des problèmes maintenant, comment on fait pour entrer des femmes? Et ça va remonter, et puis ça va recréer d'autres problèmes, et la société a toujours évolué comme ça. Et les gens, en fait, on vit tous dans notre petit paradigme, là, on vit 80 ans, donc on comprend rien, en fait, tu vois. Mais ça a toujours été comme ça, tu vois, dans tous les sujets, résolution de problèmes, nouveaux problèmes, équilibrage, et c'est bien, en fait, tu vois, c'est la vie. Ok. Bah écoute, JCK, on arrive à la fin du podcast. Je vais te poser quelques questions assez simples. Vas-y. Euh, Est-ce que c'était simple avant là? Hein? C'était pas simple avant. Ah non, c'était pas simple. De 1 à 10, tu mettrais combien sur la santé? T'as pas le droit de mettre 7. Oui, sinon il y a quelqu'un qui arrive et qui te met une énorme tarte. De toute façon, j'ai le même modèle. Enfin, je interdit de mettre 7 dans n'importe quelle note, c'est clair. C'est vrai? Ouais. Je crois que c'est un article de Derek Sivers qui disait ça, ou je sais plus. Okay. Mais oui, parce que tout le monde met 7, c'est 5, 7 en fait. Ouais. En santé. Hein. Santé. Ouais. Je mettrais 8. 8? Ouais. Ok. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller à 10? Plutôt, qu'est-ce qui fait que j'ai augmenté? Parce que je me considérais plus à 5-6 il y a 2 ans. Ok. Donc là, gros travail justement sur les sujets qu'on a abordés. Alors, repris en main, tu vois, le niveau physique. Même mes relations avec les femmes, tu vois, ça joue sur la santé mentale aussi. Tu vas te dire, t'es plus en maîtrise de tes relations. Le travail, enfin, toi, je suis plus aligné sur ce que je fais. Ma philosophie de vie est plus claire aussi qu'il y a 2 ans. Donc ça a augmenté. Et pour aller à 10, continuer. Là, c'est plus entre guillemets appliquer ce que j'ai commencé à faire en fait. Donc continuer le sport, continuer à trouver du sens dans ce que je fais au quotidien, à avoir de la clarté mentale. Tu vois, c'est ces choses-là que je veux continuer à cultiver. Donc ouais, 8 sur 10 et puis en route vers le 10 quoi. Ah bah c'est propre. On espère en tout cas. Ouais. Donc en fait tu te sens mieux maintenant que quand... Enfin là il aurait fallu refaire un podcast entier il y a 2 ans et que quand tu étais en start-upper quoi. Ah oui, je pense que start-upper en termes de santé c'est là où j'étais le plus bas dans ma vie. Hein. Ouais. Ah bah oui, là j'étais à 3. Là. Ouais, donc t'es mieux à 32, bientôt 32 qu'à 26 quoi. Ah, clairement, ouais. Ok, bah ça c'est bon à savoir, good to know. Bonheur, de 1 à 10, 0 à 10. Ouais, du coup si on peut permettre, je mettrais 8 aussi. Ok. Ouais. Je pense que c'est très lié à la santé en vrai. Hein. On revient des choses, tu sais, quand on est petit, les vieux nous disent l'essentiel c'est la santé, tu vois, genre à Noël c'est ce qu'ils te souhaitent ou des trucs comme ça. Et tu dis mais qu'est-ce que vous vous racontez? Et en fait, oui c'est ça en fait. C'est tant que j'ai la santé mentale, la santé physique, tu vois, et que je suis bien au quotidien, c'est le principal. C'est que je peux faire mes projets en fait. Et donc ouais, 8. Ok. Amis? Ouais. Sur une note sur les amis, c'est-à-dire du coup ta satisfaction amicale ou on va dire relationnelle, ta satisfaction relationnelle, ouais, actuellement. Ouais, alors ça, il va dire que je suis le mec qui met que des 8, mais je mettrais 8 aussi. parce que j'ai un super... je pense que j'ai la chance d'avoir pas mal de gens quand même hyper cool, toi, qui m'inspirent, que j'admire, tu vois, qui sont amis avec moi et qui ont l'air de me respecter, m'admirer peut-être pour certains aussi. Enfin, en tout cas, il y a un super rapport avec pas mal de monde. D'avoir une bonne communauté aussi, plus largement. Ma famille. Et je tends vers vouloir vivre dans un mode de vie où j'ai une espèce de... C'est la création du village, un peu, on en parle un peu préparé, mais c'est un peu d'avoir, pas forcément dans un village, mais dans une ville, ma bande de potes, de connaissances, tu vois, avec qui je passe vraiment du bon temps, qui se fédèrent à un endroit. Et c'est ce qui me permettra d'aller à 10, tu vois. Là, je ne l'ai pas encore. On l'a un petit peu à Budapest de manière temporaire. Mais ouais, c'est quelque chose de très important. C'est pareil, c'est un truc de la trentaine. Ça. En fait, on se rend compte que quand tu es dans la vingtaine, moi j'aime bien l'image des cercles concentriques. Tu veux tu pars des grands cercles, tu pars des extérieurs, donc tu dis je veux changer le monde, je veux faire des trucs qui sont très éloignés de moi. Et plus tu vieillis, plus tu reviens à des trucs très simples, entre guillemets, mais qui se donnent plus de sens. Donc ton développement personnel, ta famille, ta communauté proche, tes potes, ta communauté qui te suit sur Internet éventuellement. Et tu fais des cercles dans l'autre sens, tu vois. Alors que moi, quand j'avais 23 ans, ça partait de ouais, je sais pas ce que je vais faire de ma vie, mais j'ai du potentiel ou je sais pas quoi, donc je vais faire une start-up, tu vois. Et tu pars sur la grande mission, alors qu'en fait, t'es pas stable intérieurement, tu vois.
Et je pourrais dire la même critique aux gens qui font de l'écologie ou d'autres domaines, tu vois, vertueux, tu vois, de la société. C'est très bien, mais souvent c'est des gens, je trouve, qui sont pas stables émotionnellement parce qu'ils n'ont pas fait le travail sur eux-mêmes pour la plupart. Et du coup, ce sens est cool, mais souvent c'est une béquille. Et quand ils ont plus ça, ils s'effondrent après, ces gens-là, souvent. Parce qu'ils n'ont pas fait le travail, tu vois, dans l'autre sens. Ils n'ont pas créé les cercles pour aller vers l'extérieur, tu vois. Eux, ils partent de l'extérieur. Et je parle en connaissance de cause, parce que je l'ai fait avec ma startup. Écoute, merci JCK. On aurait pu faire 3 épisodes sur tout ça. Et il y a plein de level d'inception que j'ai loupé où on aurait pu, tu vois, aller hyper loin. On s'en reparlera. Ça marche. Bon, bah merci. Écoute, t'as l'air en forme. Je t'ai déjà interviewé il y a un an et demi, 18 mois. T'as l'air plus en forme, t'as l'air plus optimiste, plus positif. 8 partout, t'as mis sur 10, donc bravo. Qu'est-ce que les gens peuvent faire pour te contacter, pour te suivre Ouais, ma newsletter, dans la tête d'un philopreneur, c'est le meilleur endroit, je pense, pour comprendre comment je pense et rentrer en contact avec moi après. Ok. Bon, bah, et puis te suivre sur LinkedIn et LinkedIn aussi. Et Insta. Et Insta, mais après. Pour te voir lifter. Exactement. Pour le mode de vie, ouais. Ok. C'est rigolo, Insta. Merci JC. Ouais, super Thibaut, merci. Ciao. Ciao.